dans le chat, c'est Ça enregistre. nickel. Donc en fait, le but un petit peu de cette présentation, pour vous expliquer rapidement, c'était de vous parler un petit peu de la première année et de tous les conseils qu'on peut vous donner en tant que parent de première année. Donc simplement, avant de commencer, je pensais que c'était important qu'on se présente simplement rapidement. Donc moi, c'est Camille et du coup, je suis en troisième année de médecine. Je vous laisse vous présenter les autres si vous voulez aussi, comme ça. Oui, ben moi c'est Damien, je suis en deuxième année de kiné à Besançon. Moi, c'est Louane, je suis en deuxième année de médecine à Besançon aussi. Du coup, moi, c'est Léna et je suis en troisième année de médecine à Besançon également. Et moi, c'est Noah. Bonjour, je suis en deuxième année de médecine à Besançon. Et bonsoir, moi c'est Théo en deuxième année de médecine à Besançon. Bonsoir, moi c'est Thomas, je suis en deuxième année de kiné à Besançon. Et moi c'est Louise et je suis en troisième année de pharmacie. Nickel, on peut aussi peut-être faire la présentation des parents qui sont avec nous, les parents de tuteurs qui sont là pour répondre à vos questions. Bonsoir, moi je suis Laurence, la maman de Thomas, qui est en deuxième année de kiné. Moi, je suis Cécile, la maman de Damien Iglesias, qui est en kiné également. Bonsoir, Christelle, la maman de Léna, qui est en troisième année. Parfait. Du coup, Théo, si tu veux, je te laisse commencer la présentation, comme c'est toi qui dois un petit peu nous parler de la réforme et tout ça. Tout à fait. Ben, écoute, on va pouvoir passer à la deuxième diapo. Donc, c'est le sommaire de cette présentation de ce soir. On va attaquer par un petit point sur la réforme pour bien voir dans quelles études vos enfants sont allés et quel parcours ils vont pouvoir faire pour intégrer ces études de santé. Ensuite, on verra pourquoi la PASS et la LAS sont des années qui sont difficiles. On verra quelques conseils de tuteurs dans un troisième temps. Ensuite, on aura l'intervention du professeur Nezelov, qui est pédopsychiatre au CHRU de Besançon. Ensuite, on verra quelques thématiques. Ce sera vraiment un temps d'échange entre les parents de tuteurs, les parents de première année, ainsi que les tuteurs. Et ensuite, autour de discussion pour ce thème-là. Et ensuite, on aura un temps d'échange un petit peu plus libre pour répondre à toutes les questions. Voilà, donc on va pouvoir attaquer sur la réforme. Je vais essayer de ne pas vous taper la tête avec ça ce soir. Ça va juste pour remettre un petit peu les choses au clair et dans leur contexte. Donc, si tu peux passer à la diapo d'après. Parfait. Donc, la réforme, donc là, on est dans la deuxième année de la réforme, donc elle commence à bien se mettre en place. Il reste quelques détails à améliorer, mais ça commence à prendre sens. Donc, pour résumer très simplement, la PASS, ça va être 80% de santé, 20% de licence, et la LAS, ça va être typiquement l'inverse, 20% de santé et 80% d'une licence X proposée à Besançon. Donc, vous allez avoir différentes possibilités en intégrant la PASS ou la LAS. Avec une PASS en validant, vous allez pouvoir accéder aux études de santé. Vous allez pouvoir accéder aussi, si jamais on a un échec, à la LAS 2. C'est ça qui va donner vraiment la deuxième chance d'accéder aux études de santé, comme le redoublement en PASS n'est plus permis. Et également la réorientation ou l'intégration de l'intégration complète, l'entrée complète en mineur, qui deviendra soit la majeure quand on est en LAS, soit intégrer cette licence totalement. Ensuite, donc comme je l'ai dit, la PASS, c'est une année qui n'est pas redoublable. Donc la seconde chance se fera en LAS 2 ou en LAS 3. Si la PASS n'est pas validée, on va avoir une réorientation via Parcoursup, c'est-à-dire une note globale sur l'année inférieure à 10. Si on a une validation, mais qu'on n'est pas pris au concours, qu'on ne rentre pas dans le numerus apertus, on va pouvoir avoir un passage en L2, donc L2 simple, si on souhaite arrêter de vouloir entrer dans les études de santé, ou en L2 LAS, c'est-à-dire
la mineure devient la majeure et la santé devient la mineure de cette licence. Et si on a une validation et admission, c'est-à-dire qu'on rentre dans le numerus apertus, on passe en deuxième année de santé. Typiquement, la LAS, c'est la même chose, sauf qu'on peut avoir du redoublement. Mais sachant qu'on n'a bien que 2 chances. Il y a LAS 1, LAS 2, LAS 3, mais 2 possibilités de passer le concours pour entrer dans les études de santé. Voilà. Si tu peux passer à l'autre diapo. Donc là, c'est 2 schémas qui sont un petit peu plus techniques, donc qui détaillent vraiment le parcours possible durant l'année à l'issue des épreuves. Donc, à droite, vous avez les L1 LAS, c'est typiquement à peu près la même chose pour L2 LAS, L3 LAS, et à gauche, vous avez la PASS. Donc, ce qui va nous intéresser sur ce schéma, ça va être comment on va arriver aux oraux, parce que la réforme a mis en place également des oraux qu'on détaillera un petit peu juste après. Donc, ce qu'il faut avoir pour être classé, donc pouvoir prétendre à entrer dans les études de santé, c'est une note globale de majeur-mineur qui est supérieure à 10, sans note éliminatoire inférieure à 8 sur 20. C'est-à-dire que l'année dernière, certaines personnes ne validaient pas leur mineur pour une note ou X ou Y raison, ça dépend beaucoup des mineurs, et ne pouvaient donc pas être classées pour entrer dans les études de santé. Donc, cette année a été mise en place cette histoire de note éliminatoire inférieure à 8 sur 20. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une note globale supérieure à 10 sans aucune note inférieure à 8. Donc là, on passe en validation de l'année et on a le droit d'être classé pour entrer dans le numerus apertus. Donc, soit on est dans la moitié supérieure du numerus apertus de la filière concernée et on appelle ça les grands admissibles et on passe directement en deuxième année de santé, ou alors on est dans la moitié inférieure de ce numerus apertus et là, on va avoir le passage aux oraux. Donc, ça va être ce qu'on va voir dans la diapo juste après, s'il te plaît. Voilà, donc ça, c'est pour expliquer un petit peu les oraux, parce que ceux qui vont passer aux oraux, ça va être un gros morceau. C'est ce que vous voyez en bas. Quelqu'un qui passe aux oraux, la note d'oral compte pour 60% de sa note finale. Donc, c'est colossal. Et pour les passes et 50% pour les LAS. Donc, pour faire quelque chose de très simple, imaginons qu'on ait une filière X ou Y, une filière imaginaire de 20 places, un numérus de 20 places, et qu'on ait 40 participants qui veulent entrer dans ces 20 places. On va donc avoir 10 grands admissibles, c'est le nombre de places divisé par 2, donc ceux-là, ils ne passent pas les oraux, ils entrent directement dans la filière. Et on va en sélectionner le double de grands admissibles pour passer les oraux. Donc, il y aura 10 grands admissibles qui ne passent pas les oraux, mais on va sélectionner 20 personnes, les 20 le 11e jusqu'au 30e, pour passer ces oraux, et on en reprendra 10. À l'issue des oraux, 10 seront sélectionnés et seront appelés petits admissibles qui intégreront les études de santé. Donc, les oraux, ça se divise en trois grands thèmes qu'ils ont appelés MEM. Donc, le MEM 1, c'est une présentation du projet professionnel, un projet professionnel dans la santé et un projet professionnel appelé B, qui est un petit peu la voie de secours qui peut être envisagée. Le MEM 2, ça sera une analyse, raisonnement et discussion sur un texte. Donc, c'est un texte scientifique qui doit être analysé de manière assez approfondie. Et le MEM 3, c'est une analyse et une réflexion, et ça sera plus quelque chose en termes un petit peu philosophiques, dans les sciences un petit peu moins dures. Et c'est à peu près tout sur la réforme. Si vous avez des questions ou des choses comme ça, on les verra tout à la fin. Je pourrais réexpliquer certaines choses s'il y a besoin. Donc, on va voir maintenant pourquoi est-ce qu'on dit que la PASS, la LAS, c'est une année compliquée. Comment est-ce que nous, on le vit et qu'est-ce qui nous paraît difficile? Alors déjà, c'est la masse de cours, parce qu'on a beaucoup de cours, on a une charge importante et surtout, on approfondit énormément les cours, donc ça prend beaucoup de temps. Et donc, justement, il faut réussir à gérer son temps de travail et ça, c'est très complexe parce qu'on a aussi notre vie à côté et c'est très compliqué, cette transition, justement.
Et puis, une difficulté qui s'est quand même rajoutée l'année dernière, eh bien, c'est concilier la majeure et la mineure, donc la matière santé et une autre matière, le droit, la SVT, enfin la bio, la physique, etc. Surtout quand dans la majeure et la mineure, eh bien, il y a le même mode d'apprentissage, notamment un apprentissage approfondi, je pense au droit ou à la bio, parce que du coup, ça prend beaucoup de temps. Et puis, il y a une difficulté qui s'ajoute aussi, c'est la façon dont on travaille. Parce que donc là, on sort du lycée et on arrive à la faculté, on est beaucoup plus autonome, livré à nous-mêmes un peu. Et donc, on peut travailler seul, en groupe, à la bibliothèque universitaire. Et donc, il faut essayer de se chercher et de voir quelle est la méthode de travail la plus adaptée à nous. Et puis, c'est aussi beaucoup de stress, hein, beaucoup de pression et donc beaucoup de fatigue parce que, bon, c'est plus un concours aujourd'hui, c'est un examen classant, mais on reste en compétition avec, enfin, il reste quand même cet esprit de compétition important. Et puis aussi, on se met beaucoup de pression, même nous-mêmes, notre famille peut nous en mettre parce que c'est une année qui est importante et on sait dans les mentalités des personnes que c'est une année qui est compliquée. Donc, c'est beaucoup de pression. Et puis, il y a quelque chose aussi qui est difficile, c'est que c'est la première année post-bac. Donc, la première année, on quitte le concours familial, on s'autonomise et donc on se retrouve seul dans un nouvel environnement. Il y en a qui sont très loin de leurs parents, un nouvel environnement, de nouvelles amitiés, etc. Donc, c'est compliqué à gérer. Et justement, c'est beaucoup de remises en question parce qu'on est vraiment confronté on est vraiment en fait face à soi-même dans cette année, justement. On peut compter que sur soi-même finalement, même si nos parents sont là, il n'y a que nous en fait qui travaillons. Donc, c'est beaucoup de remises en question sur soi-même, sur son entourage, sur ses amis, etc. Donc, c'est vrai que c'est compliqué tout ça. Alors du coup, on voulait aussi vous parler un petit peu du tuto. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais voilà, ça nous semblait important de voir un petit peu à qui vous aviez affaire aussi ce soir. Du coup, le tuto, c'est un organisme de la fac qui va être gratuit et vraiment accessible à tous, c'est-à-dire à la fois aux PASS et aux LAS. On insiste là-dessus parce qu'on entend parfois que les LAS sont un peu abandonnés, un peu tout seuls, mais voilà, nous, on essaie vraiment de proposer quelque chose, un accompagnement aussi aux LAS. En tout cas, essayer de proposer autant de choses au PASS qu'au LAS. Donc, on propose un accompagnement sur le plan scolaire, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les semaines, on propose plusieurs séances d'entraînement. Les séances d'entraînement, elles se présentent sous la forme de calls, c'est-à-dire qu'on va créer des QCM pour les étudiants. Et ces QCM, ils sont très souvent relus par les professeurs. Et du coup, on essaie de proposer quelque chose qui se rapproche vraiment du jour de l'examen. On essaye aussi de proposer des exercices dirigés avec des corrections qui vont être faites en amphi pour que les étudiants puissent vraiment nous poser toutes leurs questions. Depuis quelques années, du coup, on essaye aussi de développer un petit peu notre pôle bien-être, c'est-à-dire de proposer un accompagnement un petit peu extrascolaire et essayer de sortir un petit peu les étudiants de leurs cours. Donc, on organise par exemple des tutruns, c'est-à-dire des sorties où on se retrouve pour courir tous ensemble. Toutes les semaines, il y a des vidéos YouTube qui sortent, des vidéos YouTube sur l'organisation, sur la méthode de travail, sur la gestion du stress. Enfin, on essaie vraiment de proposer plein de choses pour accompagner l'étudiant dans cette année compliquée. On voulait aussi dire qu'on était aussi, avant d'être des tuteurs, on est des étudiants qui sont aussi passés par cette première année compliquée et que du coup, on est peut-être aussi les plus à même à comprendre un petit peu ce qu'une première année peut ressentir. Et c'est important, même vous, si en tant que parent, parfois, vous vous sentez un petit peu désemparé par tout ce qui se passe, même si votre enfant, il se sent un petit peu perdu, enfin, il ne faut pas oublier que nous, on est là et on est pour répondre à toutes les questions. Et voilà, on n'est pas seulement là pour les cours, on est aussi là pour tout ce qui est à côté. On a aussi, du coup, fait une petite liste de choses essentielles. Je pense qu'on peut passer la diapo d'après. Donc, alors, c'est des choses qui vont peut-être vous sembler très bateau, mais ça nous semblait super important d'en reparler pour tenir le coup justement en PASS et en LAS. Donc déjà, il y a une chose vraiment, vraiment, vraiment essentielle, ça va être le sommeil et le rythme de vie assez régulier. La première année, il ne faut pas se dire que c'est un sprint, il faut vraiment se dire que ça va être une course sur le long terme
Et le sommeil il va vraiment permettre à votre enfant, à l'étudiant, je pense qu'il y a peut-être des premières années qui sont connectées aussi ce soir, mais de tenir à la fois le premier semestre, mais aussi le deuxième semestre. Le risque, c'est de partir vraiment trop fort, de partir trop vite et de s'épuiser et de ne pas tenir le coup jusqu'à la fin de l'année. Donc le sommeil, il va vraiment, vraiment être super important. Pareil, autre chose un petit peu qui peut sembler un peu bateau, mais bien s'alimenter, c'est quelque chose qui va être vraiment, vraiment aussi super important. Je sais qu'on réagit tous différemment au stress. Il y en a qui vont avoir tendance peut-être à manger un peu plus sucré, grignoter un peu plus. D'autres qui vont au contraire plus pouvoir rien avaler. Moi, je sais que pendant du coup ma première année de médecine, je m'étais mise tellement, enfin, j'étais tellement exigeante avec moi-même, j'étais tellement dans un contrôle des révisions de tout que finalement j'en étais même arrivée à contrôler la nourriture et vraiment j'arrivais presque plus à manger et enfin il faut pas non plus, enfin si on peut s'inquiéter mais voilà, on peut prendre du poids ou perdre du poids, c'est des choses qui arrivent très souvent. Savoir s'arrêter. Alors ça, c'est un peu la bête noire pardon, de tous les étudiants en médecine, mais on est tellement pris dans un rythme de travail que finalement, parfois, c'est très compliqué de prendre des pauses. S'arrêter, ça veut dire finalement un petit peu culpabiliser de ne pas travailler. Et pourtant, il faut quand même arriver, malgré toute cette charge de ce travail, de se dire que c'est OK de s'arrêter, c'est OK de prendre une pause et c'est OK de faire autre chose que de réviser. Enfin, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas non plus que la médecine. Il y a vraiment tout qui tourne autour de ça. Mais voilà, ça va être super important de prendre des pauses pour rester justement efficace dans le travail. Avoir un cadre propice au travail, alors ça, c'est pareil. Ça va être super important, non seulement pour directement pouvoir travailler en silence, avoir des bonnes conditions, mais aussi être bien dans sa tête avec tout ce qui est un petit peu autour de la médecine. Se donner des objectifs réalisables, ça c'est pareil, on fait un petit peu tout, enfin on tombe tous dedans en première année. Souvent, je prends un exemple tout bête, mais quand on rédige un programme de révision, très souvent on va mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ce programme et finalement on va se rendre compte que c'est absolument pas possible de tout apprendre aussi vite, de tout mémoriser. Et finalement, on peut parfois avoir l'impression de ne pas en faire assez alors qu'on fait déjà quelque chose d'énorme, mais voilà, très important de se donner des objectifs réalisables. Et pareil, le soutien des proches, c'est quelque chose qui va être vraiment indispensable. Comme Louane nous l'a dit, c'est une année, même s'il y a parfois les amis qui sont là, même si en amphi on voit des gens, c'est vraiment une année où on est face à soi-même, face à ses cours, avec beaucoup, beaucoup de remises en question. Et finalement, avoir les proches ici, ça fait beaucoup de bien. Le soutien des proches, ça peut être par des choses toutes simples du quotidien, mais envoyer un petit message le matin, enfin voilà, c'est vraiment des choses qui, même si elles peuvent paraître un petit peu anodines comme ça, font beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Du coup, je vais laisser la parole au professeur Nesler. Donc, on est très, très heureux de l'avoir avec nous ce soir. Donc, elle est pédopsychiatre au CHU de Besançon. Et du coup, elle va nous parler un petit peu de ce bouleversement de la première année, à la fois pour l'étudiant, mais aussi à la fois pour la famille et comment est-ce qu'on réussit à s'adapter à ce gros, gros bouleversement. Oui, merci. Alors effectivement, je suis pédopsychiatre, chef du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU, mais je suis aussi enseignante et responsable de l'UE Santé, Société, Humanité, et donc assez au fait des réformes qui se sont faites, notamment récemment avec l'introduction de la majeure et de la mineure, qui ont un peu complexifié le parcours. Et complexifier d'ailleurs, je ne sais pas si pour les parents, je pense que les parents les plus proches, vous savez maintenant comment les choses se déterminent, mais ce n'est pas si simple déjà de comprendre comment ça marche. Alors moi, ce que je voudrais dire, mais ça a déjà été dit, ce qui est important, c'est effectivement avoir une méthode de travail qui soit le plus simple. Alors ça, c'est mon chat, je suis désolée. Hop, il s'en va. Avoir une méthode de travail qui soit stable,
avec des rythmes qui sont réguliers, mais c'est ce que disait Camille, avec une hygiène de vie qui soit la plus correcte possible, et surtout avoir un temps efficace de travail. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'accorder des pauses, faut savoir s'accorder pas trop, mais quelques extras. On voit un certain nombre d'étudiants qui, à un moment donné, refusent toutes les sorties par rapport à d'autres amis qui ont... alors, il ne faut pas bien sûr sortir tous les week-ends, mais s'il y a vraiment une sortie qui est importante, si c'est l'occasion de retrouver des amis importants, que c'est un point important dans sa vie, il faut savoir s'accorder une pause sans culpabilité. Je crois aussi ce qui est important, c'est de ne pas céder à la pression ambiante ou au fait de ce que peuvent dire les autres. Certains disent oh, j'ai travaillé hier soir jusqu'à minuit, ou moi j'ai révisé toute la moitié de mon UE dans la semaine dernière. C'est vraiment travailler en accord avec soi-même, travailler en accord. Et ça dépend, chacun est un peu différent, mais on conseille de travailler plutôt en petits groupes. Il y a parfois des étudiants qui travaillent mieux tout seuls. Je crois qu'il faut se connaître pour savoir comment on travaille le mieux. Et il faut vraiment être en accord avec soi-même. C'est tout à fait faisable. Par définition, les étudiants qui sont arrivés pour faire ces études de santé sont des bons étudiants, c'était des bons élèves et sont des bons étudiants. Et que alors, c'est faisable. Alors, le mieux, c'est effectivement de réussir, entre guillemets, du premier coup, si on veut aller dans la filière santé. Mais les systèmes pour passer avec la LAS et la PASS font qu'avec les bons étudiants qu'on a, ça se fait. Donc, il ne faut pas rester bloqué en disant c'est ma chance et c'est ma dernière chance. Alors, dans la progression que peuvent faire les étudiants, je crois que c'est important de pas... il y a effectivement un volume important de cours d'horizons très divers. Par définition, dans ces cours, il y en a sur lesquels c'est relativement facile et il y a des choses sur lesquelles on bute. C'est important de ne pas s'arrêter sur ce sur quoi on bute. Il y a des choses où on ne comprend pas, ce n'est pas grave, on les met de côté. On continue, on y reviendra quand on aura un peu plus de temps ou un peu plus de disponibilité, ou des gens, des amis ou un tuteur ou un prof sur lequel s'appuyer pour revenir là-dessus. C'est-à-dire ne pas se bloquer sur ce qu'on ne comprend pas, parce que à la fois c'est une année qui peut paraître longue, mais qui est en fait relativement courte. Quand on voit la première partie le premier semestre, finalement ça va de septembre, puis la première partie des examens sont en décembre, puis après ça revient en janvier, et la deuxième partie des examens est aux alentours de avril-mai. Donc c'est finalement assez ramassé. Donc faut prendre le rythme régulièrement, puis courir régulièrement sans se bloquer sur ce qu'on ne comprend pas. Après, mais là aussi, je crois que Camille l'a bien dit, par rapport à vous, parents, la position que vous pouvez avoir. Alors, c'est toujours pareil, la position de parents, c'est toujours très compliqué. C'est pouvoir être là sans être intrusif, c'est-à-dire être une présence qu'on peut solliciter sans forcément être derrière à tout moment, pour que en fait votre fils ou votre fille sente qu'il peut avoir recours à vous s'il va pas très bien, ou s'il a des questions, ou si à un moment donné il en a marre, ou s'il y a des choses qu'il veut partager, sans forcément que vous lui posiez des questions tout le temps, ou sans forcément que vous lui demandiez tout le temps comment ça va. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des fluctuations émotionnelles. Alors, les étudiants en première année sont encore, là aussi, comme ça a été dit, sont des fins de lycéens, des débuts d'étudiants, encore un peu ados, pas tout à fait adultes. Et il y a des fluctuations émotionnelles qui peuvent être un peu importantes. Il faut pouvoir les amortir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas
forcément prendre des moments soit de haut, soit de très bas, comme entre guillemets argent comptant, en disant oh là là, ça y est, oui, il est en train de craquer, ça va pas le faire. Il faut essayer d'amortir ces mouvements qui sont des mouvements un peu naturels, qui font partie des fluctuations alors, de tout un chacun et majorées peut-être au cours de la première année. Après, c'est important de repérer quand même dans les moments où ça ne va pas du tout. Alors, les moments où ça ne va pas du tout, c'est quand ces fluctuations ne sont plus des fluctuations, mais deviennent un peu de la sidération, c'est-à-dire votre fils ou votre fille ne sort plus, ou ne mange plus, ou dort plus, ou dit que tout va très mal, ne veut plus aller en cours, ne veut plus aller au TD. Là, sont des signes de souffrance qui peuvent susciter une certaine demande d'aide. Mais là encore, la position, c'est plutôt de les amortir. En faisant ça, je crois l'accompagnement, il peut se faire de façon tout à fait soutenante. Alors, le tutorat et la preuve, cette soirée qu'ils font, mais ils font bien d'autres choses, est vraiment un soutien très important. Je crois ça fait plusieurs années qu'ils ont fait preuve de leur professionnalisme dans l'accompagnement, dans la clarification des études. Donc, le tutorat est une vraie ressource et je pense qu'il faut encourager vos enfants sur lesquels pour s'appuyer dessus. Après, il est important de ne pas céder à la tyrannie que peuvent vous imposer parfois votre fils ou votre fille, en disant qu'il ne faut pas que non plus la vie à la maison s'arrête parce qu'il y a un des enfants qui est en première année d'études de santé. La vie de la famille continue, il faut certes préserver les conditions de travail adéquates, mais il ne faut pas non plus tout arrêter pour la première année d'études de santé. Pourquoi? Parce que ça risque de mettre une pression supplémentaire sur votre fils ou votre fille en disant bah, tout le monde s'est arrêté pour moi, donc ça met une pression pour réussir qui est encore plus importante. Donc il faut prendre ça en compte, mais il faut aussi que vous puissiez respirer, que la vie à la maison puisse continuer, que certes tout le monde attend que votre fils ou votre fille réussisse, mais que la vie continue. Ça sont des éléments qui me semblent importants. Concernant les oraux qui inquiètent beaucoup les étudiants, donc moi j'ai fait partie de la préparation à l'oral. Alors c'est sans doute un élément inquiétant pour les étudiants, c'est quelque chose d'assez nouveau. La manière dont ça s'est passé l'an passé, on a fait une préparation qui est une préparation vraiment très, très sérieuse avec les examinateurs, le tutorat a participé, les étudiants ont souvent fait de très bonnes prestations, il y a eu une équivalence parce qu'on peut craindre des distorsions entre les évaluations des différents jurys. Les statistiques ont montré que finalement, il y avait une grande équité entre les jurys. Il ne faut pas s'en inquiéter plus que ça. C'est une épreuve, certes difficile, mais c'est une épreuve comme une autre. Elle compte beaucoup, effectivement, en poids, mais c'est une épreuve comme une autre. Et les étudiants, de l'État de l'an dernier, s'y sont bien préparés. Et je pense que ça a été avec une équité qui était assez respectée. Donc voilà, je suis prête aussi à répondre à vos questions si vous en avez. On va pouvoir continuer la présentation. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser par écrit. Et Léna, elle nous dira tout ça à l'oral pour qu'on réponde aux questions. Du coup, on va pouvoir enchaîner avec les thématiques de discussion. Il me semble que c'est ça. On va pouvoir passer la diapo. Voilà. Donc, on va aborder différentes thématiques. Donc, on va essayer d'avoir un temps d'échange avec les parents de tuteurs
Et puis aussi, si les parents de P1, vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Le but, c'est vraiment qu'il y ait un échange et que vous puissiez poser vos questions et qu'on puisse y répondre et vice-versa. Donc voilà, donc on va aborder plusieurs thématiques. Donc on va passer à la première. Voilà, donc par exemple, comment faire gagner du temps à mon enfant? C'est vrai qu'en tant que parent, vous allez peut-être avoir un sentiment d'impuissance devant la charge du travail de votre enfant. C'est quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude. Vous allez vouloir l'aider, mais vous n'allez pas trop savoir comment ou par où commencer. Et en fait, l'une des seules choses que les parents peuvent contrôler pendant cette année qui va être très difficile, c'est surtout les petites choses simples du quotidien. C'est pas grand-chose, mais ça compte beaucoup vraiment pour l'étudiant et c'est vraiment un gain de temps phénoménal. Voilà. Donc, par exemple, on a la possibilité de préparer des repas, de faire des courses, de s'occuper du linge ou encore, si vous êtes vraiment déterminé, de faire le ménage. Donc, bien sûr, après, c'est vraiment juste des exemples. C'est à vous de vous organiser avec votre enfant aussi. C'est vrai que la coopération, c'est important. Voilà. Donc, je ne sais pas si les parents ont envie de parler de leur expérience, les parents de tuteurs. Comment vous avez pu aider votre enfant? Moi, je peux en parler pour Thomas. Alors, c'est vraiment ça, en fait. C'est rien lui demander du quotidien de la maison. Voilà. Donc, il travaille et puis nous, on gère le reste. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai aidé, en fait, pour lui faire gagner du temps. Et si je peux me permettre, pour ceux qui ne sont pas à la maison, c'est des petites choses. C'est effectivement la préparation de petits paquets repas pour la semaine. C'est des petits colis, c'est des choses qui à la fois permettent de gagner du temps et à la fois témoignent du soutien. Et qui gardent, alors là aussi pour avoir des suivis d'étudiants en médecine et quand ils passent leur thèse, donc ils font une sorte de rétrospectif de ce qu'ils ont vécu pendant leur année de médecine, qui sont des choses très, très importantes. Ces petits riens, qui sont effectivement des petits riens, mais qui sont beaucoup pour les étudiants. Donc moi, je peux parler un petit peu de ce que j'ai pu faire vis-à-vis de Damien. Donc effectivement, la préparation des repas, pour moi, c'était quelque chose d'important, enfin, pour moi et puis pour lui aussi. Donc, je préparais à l'avance des boîtes pour qu'il puisse tenir au moins les premiers jours de la semaine une fois qu'il avait quitté la maison. On peut aussi rajouter aussi tout ce qui est faciliter la vie administrative parce qu'il y a quand même sur cette première année d'étudiante, il y a les dossiers à la CAF, il y a des dossiers à droite et à gauche à suivre que les bourses soient bien versées, enfin, etc., suivre le compte bancaire. Donc ça fait partie aussi des petits plus qui je pense, allège la charge mentale, parce que l'objectif, c'est vraiment de retirer de la charge mentale et de les laisser se consacrer avant tout à leurs études. Donc voilà, la partie administrative que je pouvais rajouter, et puis également par rapport au trajet, parce que c'est vrai que nous, il a 1 heure de route de la maison, donc il y a toujours le choix de prendre le train ou de faire un trajet en voiture et le train, les transports en commun, trajet en voiture. Et c'est quelque chose qui peut rentrer aussi dans la balance de se dire, allez, je l'emmène moi-même. C'est sûr, moi, ça me fait perdre du temps. Mais lui, il aura un temps de trajet plus court et au final, c'est bénéfique pour lui. Donc voilà, encore une fois, des solutions pour gagner quelques minutes qui restent toujours précieuses pour eux. Si je peux compléter par rapport au train à la voiture, en voiture, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de temps de route en général pour la plupart des gens, mais il faut savoir qu'en train, c'est quand même beaucoup plus confortable si on veut travailler, s'installer, poser quelques fiches de révision, c'est quand même plus simple qu'en voiture, donc à voir selon vos préférences. Je ne sais pas s'il y a des questions de la part des parents. Je pense que vous pouvez aussi lever la main ou activer le micro et poser directement aussi. Ça peut être sympa de parler en direct si jamais vous avez des interrogations. Et sinon, on peut passer à la thématique suivante s'il n'y a pas plus de questions.
Donc, ouais, c'est une bonne question. Qu'est-ce que cet accompagnement optimal? Donc, il y a plusieurs manières de l'apercevoir, mais c'est vrai que pour une année difficile à la fois pour l'étudiant et pour la famille, je pense que la meilleure chose que puisse faire la famille, c'est de trouver un équilibre. C'est d'un côté être disponible, mais pas non plus être envahissant et un petit peu, ouais, voilà, c'est tout simplement être envahissant quant à la vie de l'enfant. Donc, par exemple, pas forcément obliger l'enfant à travailler. Normalement, on est assez autonome. Là, ça fait plus de 2 mois que vous êtes rentré en cours, donc vous avez quand même bien compris que c'est important de travailler et que c'est pas aux parents de dire à l'enfant de travailler. C'est lié à ça, mais pas non plus rajouter de pression, parce que la pression, l'étudiant en a déjà beaucoup tous les jours, que ce soit un classement du tutorat, que ce soit un nouvel ED qui est trop difficile pour l'étudiant, que ce soit un cours qu'il n'arrive pas à apprendre, il y aura toujours de la pression. Et la pression, bah, elle est assez importante quand l'enjeu, c'est de faire le métier qu'on veut faire, dans la santé en l'occurrence. Donc voilà, pas la peine de rajouter de pression à l'étudiant parce qu'il va sûrement déjà s'en mettre tout seul sur les épaules. Faut pas non plus chercher à trop l'aider et à le faire travailler plus que ce dont il a besoin. Normalement, il va être autonome, il va demander de l'aide s'il en a besoin. Par exemple, c'est bien d'être disponible si on vous demande, si votre enfant vous demande de réciter votre cours, enfin son cours du coup, en UE7, je sais que ça pouvait être utile. Pas la peine de faire non plus des réflexions, des reproches si l'enfant veut faire des pauses. C'est-à-dire que toujours en revient au même thème de l'autonomie, s'il décide de faire une pause, c'est parce que lui, il ressent qu'il en a besoin. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'étudiants au mois de novembre qui fassent des pauses à tirer l'arigot sans penser à travailler. Normalement, on est déjà rentré dans le rythme, mais on se rend bien compte que les pauses ne sont pas toujours faciles à prendre, mais n'empêche qu'elles sont souvent bénéfiques. Et c'est super important de faire des pauses pour travailler ensuite efficacement. Et pour garder le moral, parce que c'est important, on va en reparler, je pense, mais le moral, c'est super important pour garder la motivation. Et c'est pas forcément facile non plus en tant que parent de comprendre comment se passe cette année. C'est pas forcément simple de se mettre à la place de l'enfant, donc c'est pour ça que c'est bien de l'écouter, c'est bien de l'encourager, de l'accompagner et voilà, d'être un petit peu à son écoute parce il saura vous dire ce qu'il ressent et c'est super important pour les étudiants. Je ne sais pas si les parents, si maman ou si d'autres parents tuteurs ont des remarques, des choses à rajouter. Oui, alors moi, j'ai ma fille qui est en troisième année, Léna, et mon fils Corentin en première année. Et je pense que un mot qui est très important, c'est la confiance. C'est aider son enfant à avoir confiance en le travail qu'il fait, toutes les heures qu'il passe à réviser. Et chaque semaine, il y a quand même 2 classements qui sortent avec le tuto. Et je pense que parfois, ça peut être, c'est pas facile parce que c'est la déception, parce qu'on trouve qu'on n'est pas assez bien classé. Et je crois que c'est très important de remonter le moral, enfin, de montrer que si c'est bien et qu'il faut continuer à travailler comme ça. Voilà. Alors, on a eu la première question. Pardon. On a eu la première question dans le chat de la part d'Ortu qui n'arrive pas à activer son micro. C'est ma fille me dit ne pas avoir le temps d'aller aux rues entre midi et 2 car elle participe au tutorat. Est-ce que c'est normal? Donc, s'il y a des tuteurs qui veulent répondre de leur expérience. Si je peux me permettre, du coup, oui, c'est vrai que des fois, les séances de tuto, elles commencent assez tôt. Généralement, on finit les cours à midi et la séance de tuto commence à 12h30. Donc, parfois, ce qui est bien pour les séances de tuto, c'est de ne pas forcément aller aux rues, mais de prendre quelque chose à manger pour être directement au tuto et pas perdre de temps et avoir... et voilà. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres tuteurs, mais... Et Oui, bah, mais c'est 2 fois par semaine et donc pendant ces 2 temps, c'était 2 midis où il y en a beaucoup qui le font, ils emmènent leur pique-nique en fait dans l'amphithéâtre. Oui, généralement, on a un petit temps quand même avant. Ça commence autour des midi et demi. Donc, il y a un temps. Donc, si vous faites un petit tupperware la veille, ça peut être intéressant.
Ou sinon, il y a des personnes qui vont soit essayer d'aller manger plutôt aux rues, parce que parfois on peut finir à 11h ou à 11h30, voire avant. Donc voilà, c'est à chacun sa méthode et le principal, voilà, c'est que votre fille ou votre fils puisse manger correctement pour être en forme pour les séances. Et puis, si je peux rajouter, en fait, nous, on ne se rend pas toujours compte quand on n'est pas à la fac au début, mais en fait, à la fac, il y a énormément de promos. Il n'y a pas du tout que les P1, il y a toutes les années supérieures. Et donc, du coup, le midi, c'est vrai qu'il y a très, très vite du monde, en fait, et que le rue, il n'est pas extensible. Et que du coup, ben, souvent, quand on est en P1, on voit ça comme une perte de temps de faire la queue tous les midis pendant 30 minutes. Et que du coup, on préfère manger quelque chose vite fait sur le pouce, juste par gain de temps, en fait. Mais voilà, c'est pas qu'on ne veut pas y aller, c'est juste encore une question de temps. Est-ce que les personnes ont des choses à rajouter? S'il y a d'autres questions par rapport à ça? Alors moi, j'allais dire par rapport toujours cette question de bonne distance, et j'allais rajouter, bon, l'enfant, il a déjà suffisamment de devoirs scolaires, bien sûr, et faut pas qu'il se sente le devoir de rentrer voir ses parents, le devoir de rendre visite aux grands-parents. Il faut qu'il fasse ce dont il a besoin, et c'est aussi à nous de ne pas leur mettre la pression, de leur dire ah ben, ça fait longtemps que tu n'es pas rentré ou des choses de ce genre, parce que voilà, qui viennent parce qu'ils en ont besoin, par plaisir, parce que ça leur fait une bouffée d'oxygène, mais pas par devoir. Et prévenir la famille aussi que ben, l'enfant, il ne viendra pas par devoir à l'anniversaire de la tata ou des choses de ce genre, quoi. Cette année-là, il a déjà suffisamment de contraintes, et que même si ça nous fait plaisir à nous parents, même si les grands-parents ils peuvent avoir du mal à comprendre que c'est une année où ils voient très peu leurs petits-enfants, ben, c'est une année de un petit peu de sacrifice, et ça ira mieux après. Parfait, merci beaucoup pour ces belles paroles. Moi, je sais, pareil, si je peux rajouter quelque chose, mais vraiment l'accompagnement optimal, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu, mais c'est juste avoir des parents qui sont là pour simplement nous encourager, comme on l'a déjà dit, mais voilà, par des choses toutes bêtes, mais préparer un café chaud le matin, enfin, vraiment, c'est des choses bêtes, mais qui font du bien. Pareil, autre petite chose, mais moi, j'ai fait 2 premières années, et c'est vrai que rien que par rapport à la question de l'échec qui s'est posée, du coup, j'ai jamais ressenti un poids par rapport à cet échec, parce que mes parents ils m'ont toujours dit bah, écoute, Cam, c'est pas grave, tu as toujours fait tout ton possible et tu as fait tout ce que tu pouvais. Et voilà, c'est comme ça, pas dramatiser la situation. Je pense que c'est important quand l'enfant fait tout son possible. Il y a des choses, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et tant qu'on fait tout ce qu'on peut, je pense que ça reste le plus important. Voilà, par rapport à tout ça, s'il y a des choses, des personnes qui ont toujours pareil, des questions, des choses à rajouter, il ne faut pas hésiter. Et sinon, on va passer sur la suite des thématiques. Et donc, du coup, j'ai juste pensé à quelque chose quand tu parlais, Camille. C'est que des fois, les parents, ils nous aident sans même s'en rendre compte. Ça peut être parce que nous, en P1, votre enfant, il vit médecine, les cours, les ED, les discussions, ça tourne beaucoup autour de ça. Et donc, rien qu'être à table avec la famille, entendre ses parents parler de leur journée, du petit frère, de la petite sœur qui parle de ce qu'il a vu aujourd'hui, du sport, juste d'un autre sujet, ou même parler de l'actualité parce qu'on ne prend pas vraiment le temps de s'informer. Et ben, ça fait que notre esprit s'évade quelque temps des cours, et en fait, ça nous fait vraiment du bien, même si c'est inconscient un peu, pour se remettre à travailler plus tard. Et donc, rien que ça, sans vous en rendre compte, ça aide votre enfant, je pense, vraiment. Et on a une nouvelle question dans le chat. C'est toujours de Ortu. C'est pour les classements, ma fille ne me donne jamais ses résultats, donc je ne pose plus la question. Devrais-je la poser ou pas? Alors ça, c'est une bonne question. Bah, vas-y, Camille. Pardon, moi je sais que le classement, c'était un sujet un petit pas tabou, mais moi, par exemple, je n'avais jamais dit mes classements à l'amie avec qui j'étais parce que je n'avais pas envie de rentrer justement en compétition avec elle. Et je voulais vraiment que ça reste mon amie, et je ne voulais pas que ça devienne une concurrente du concours. Donc, je n'ai jamais parlé du classement. Après, moi, je sais que personnellement, le classement, j'en parlais à mes parents, mais c'était vraiment les seuls au courant du classement.
j'en parlais pas à mes grands-parents qui me posaient tout le temps des questions, j'en parlais pas non plus à mes amis qui étaient hors médecine et à tout mon autre entourage. Il y avait seulement mes parents qui étaient au courant. Et autre chose aussi, pour dire à quel point ça me stressait, mais par rapport au vrai classement hors tuto du concours, moi, j'ai jamais dit, mais même une fois que j'ai eu mon année, j'ai jamais dit la place du concours, parce que j'ai l'impression que parfois les gens, ils sont un peu malsains, genre, même quand j'ai eu le concours, tout ce qui leur importait, c'était de connaître la place. Et moi, je trouve que ça me dérange beaucoup parce que on n'est pas un classement, on n'est pas un chiffre et je trouve ça assez horrible. Et j'avais même fait quelque chose après le concours de Noël. Ma maman, elle avait prévenu tout mon entourage pour pas qu'aux vacances de Noël, on me parle du concours justement. Parce que c'est très souvent que les gens ils vont venir voir les premières années en disant bah alors, t'es classé combien, t'as fait combien, t'es arrivé avant lui. Et je trouve ça vraiment, ça rajoute une pression horrible. Et du coup, par rapport à cette question de votre fille qui ne veut pas dire forcément le classement, je sais pas vraiment quoi en penser. Si elle n'a pas besoin de vous le dire, peut-être que ça ne sert à rien d'insister, mais je ne sais pas les autres comment vous le voyez. Mais c'est vrai que le classement, c'est quelque chose qui peut vite devenir très, très, très stressant. Ouais, je pense que si votre fille, je ne me souviens plus, vous le dit pas, c'est peut-être qu'il n'en a pas forcément besoin. Enfin, je pense pas que ce soit nécessaire d'aller forcément demander à la personne, demander à l'étudiant quel est son classement. Comme disait Camille, un classement, ça ne définit pas la personne. Après, c'est bien, c'est de la curiosité et on peut comprendre parce que un classement, s'il n'y a que des bons classements ou que des mauvais classements, on aura déjà une idée de d'où se situe l'étudiant par rapport au reste de la promo. Donc, une idée très, très, très grossière, hein. Une idée quand même grossière du classement, peut-être, qui arrivera au partiel. Enfin, je sais que j'en parlais. Bah, vas-y. Pardon. Non, mais ce qui peut être important, c'est peut-être lui demander pourquoi elle ne veut pas dire son classement et pas se retrouver dans le cas où finalement votre fille elle est en totale difficulté, elle n'ose pas en parler et puis elle ne veut pas vous le dire. Peut-être pas forcément demander le classement directement, mais demander comment se passe la colle du tuto, peut-être comment elle s'en sort dans les cours, si elle ne veut pas vous dire directement la place même, je ne sais pas. Ouais, voilà, comme Camille, je sais que s'il y a des personnes à qui je pouvais dire mon classement sans trop de gêne, c'était un petit peu mes parents parce qu'ils n'allaient pas forcément avoir un jugement comme mes autres amis qui étaient étudiants parce que, oh là là, Damien, il a fait un bon classement, oh là, il fait un mauvais classement, oh là là, il stagne. Enfin, les parents, ils vont simplement demander ça. Après, forcément, on a toujours plus de facilité à dire quand on a réussi que quand on a raté. Mais voilà, je ne pense pas que ce soit forcément très grave si l'étudiant ne veut pas donner son classement ou n'en parle pas, parce que ça peut simplement ne pas lui paraître primordial. Moi, je sais que c'était important et que c'était une source de motivation qui soit bon, qui soit décevant mon classement, c'était une source de motivation. Et je me rendais compte que mes plus grosses baisses de morale, c'était quand il n'y avait pas le tutorat et que je n'avais pas mes classements parce que je me demandais tout le temps, est-ce que je travaille correctement? Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que j'ai régressé? Et c'est là que je me posais plus de questions. Donc, il y a une importance dans les classements, mais tout le monde le vit différemment. Donc, à voir au cas par cas, je pense. Voilà, moi, c'était vraiment l'inverse de Damien. Au contraire, je ne voulais pas du tout le dire à mes parents parce que j'avais peur de les décevoir si je faisais quelque chose de moins bien, qu'ils s'attendent à ce que je fasse quelque chose de bien au concours parce que je faisais des bons classements. Donc, je préférais ne rien leur dire pour pas qu'ils aient d'attente, en fait. Je pense pardon. Allez-y. Je pense que ce que vous venez de dire tous, c'est effectivement plus que dire ou pas son classement, c'est la raison pour laquelle on le dit ou c'est la raison pour laquelle on le demande. Ce qui est important, c'est de pouvoir, d'essayer de savoir comment effectivement votre fils ou votre fille se sent dans son année. Si le classement devient un niveau d'interprétation de comment ça va ou de comment ça ne va pas, étant donné que les classements, là aussi, peuvent être fluctuants. Il peut arriver qu'on rate une épreuve sans forcément que ça veut dire que ça ne va pas du tout. Si on se fixe uniquement dessus, ça peut être une source de pression supplémentaire. Pour d'autres, et souvent pour ceux pour lesquels les enjeux familiaux sont peut-être un peu différents, ils peuvent dire peut-être plus facilement leur classement. Donc là, je pense que
c'est vraiment très, très étudiant et famille dépendant. Et comme disait Camille, je crois que c'est intéressant de se demander pourquoi ils veulent dire ou pas le dire. Et souvent, ça témoigne à la fois de la sécurité qu'a l'étudiant en lui et aussi des attentes des parents, mais les attentes des parents qui faudrait essayer que ça dépasse le classement lui-même, quoi. Je rebondirai un petit peu là-dessus. Souvent, on a tendance à réduire l'école du tuto au classement, au numéro qu'on fait dans la promo. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'étudiants, j'en faisais partie, qui ont un petit peu pas de retard, mais qui bossent de manière un petit peu différente et qui ne sont pas toujours calés sur le rythme du tuto. Donc, ça fait que, avant d'aller à la colle, on a vu qu'une certaine partie des cours qui concernent la colle, ce qui fait qu'on est classé, le classement est biaisé parce qu'on a appris que la moitié des cours, par exemple. Et donc, ce qu'il faut surtout savoir, c'est un rapport qui est personnel entre l'étudiant et son apprentissage. C'est ce cours-là, je l'ai travaillé. Sur la colle, j'ai réussi les questions qui portaient sur ce cours. Ce cours-là, je l'ai un petit peu bossé. Je dois améliorer tel point, tel point. Et ce cours-là, je ne l'avais pas du tout bossé. Voilà, je n'ai pas pu répondre aux questions. Et du coup, en termes de classement, ça réunit tout et on peut finir très loin. Alors que l'apprentissage se fait un petit peu plus lentement ou de manière un petit peu différente par un autre chemin. Et donc, ça fait qu'on n'est pas en rapport avec ces cols. Et donc, il ne faut pas s'inquiéter. Ce qui est encore plus représentatif que l'école du tuto hebdomadaire, ce sera plutôt les partiels blancs, qui là font un espèce de bilan final pré-concours. Et donc là, ça permet justement bien d'avoir des pistes de révision pour la dernière semaine avant d'attaquer les vrais partiels. Oui, exactement, les partiels blancs, c'est super important. Après, ne pas oublier qu'il y aura d'autres notes, notamment la mineure, qui vont entrer en compte. Mais c'est super représentatif et la plupart des étudiants ont eu des notes, en tout cas des classements assez semblables. Juste, je m'éloigne à peine du sujet, mais par rapport au call, au tutorat, je pense que c'est plus important, une erreur que j'ai fait au début, c'est de plus se concentrer, enfin, la chose à faire, c'est d'être plus concentré sur la correction que sur le classement. Parfois, j'étais content d'un classement et la correction, je l'écoutais à moitié et je n'étais pas forcément meilleur la prochaine fois parce que je n'avais pas forcément vu mes erreurs. Donc ça, c'est super important. S'il y a des étudiants ici ou des parents qui peuvent le dire à leurs étudiants, à leurs élèves, à leurs enfants, c'est vraiment super important d'écouter les corrections plus que de se fier au classement parce que si on fait la colle 2 jours après, les classements sont largement différents. Si je peux partager mon expérience pour rebondir sur tout ce qui a été dit, moi j'avais vraiment du mal avec tout ce qui était classement. Vraiment, j'ai pas aimé être classée. C'est quelque chose qui m'a vraiment embêtée pendant cette année. Et donc du coup, j'étais vraiment pas à l'aise avec le classement, ce qui fait que quand ma maman me demandait toujours ton classement, tout ça, j'ai fini par lui dire que en fait c'est pas que j'avais pas envie de lui dire, c'est juste que j'étais pas à l'aise et que je voulais pas m'arrêter dessus. Et donc du coup, si ça peut vous aider, ce qu'elle me disait après une colle, quand elle savait que j'avais eu un classement, elle me disait: est-ce que tu es contente de ce que tu as fait? Est-ce que tu es satisfaite de ta colle? En fait, elle me demandait comment moi je l'avais vécu. Et en fait, après, on pouvait rebondir et en parler ensemble, par exemple, juste après. Moi, je sais que j'aimais bien en parler après parce que j'ai beaucoup besoin de m'exprimer. Mais voilà, après, c'est à voir avec votre enfant, je pense. C'est assez personnel. Mais moi, c'était mon cas. Et pour rebondir sur ce que disait Camille par rapport au partiel du premier semestre et au classement, tout ça, c'est possible aussi que votre enfant ne veuille pas savoir son classement. Moi, je sais qu'à la suite des premiers partiels, j'ai fait tout mon second semestre sans connaître mon classement du premier semestre. Et c'est quelque chose qui a été assez difficile je le sais, difficile à vivre pour ma maman, parce qu'elle aurait aimé pouvoir m'aider, m'encourager ou même savoir. Et en fait, elle s'est même adaptée. Et du coup, elle a tenu, entre guillemets, et elle a respecté mon vœu de ne pas connaître mon classement. Et donc voilà, c'est quelque chose que ça peut arriver. Donc si jamais ça arrive, soyez prêts peut-être à l'anticiper. Voilà. On a une nouvelle question dans le chat de Christophe Roche, c'est quand auront lieu les partiels blancs, s'il vous plaît? Alors du coup, les partiels blancs, ils auront lieu samedi 4 décembre. C'est toute la journée pour les passes et seulement le matin pour les LAS. Et c'est une journée où il y a toutes les épreuves du premier semestre passées en revue avec tous les cours du semestre, un peu comme vraiment la mise en condition telle que
qu'à l'examen, pardon. Et on va essayer d'animer un peu avec l'équipe des tuteurs pour pas que ce soit quelque chose de trop stressant ni de trop conventionnel et faire ça un peu ludique et détendu quand même. Voilà. Et c'est sur le thème des Jeux Olympiques. Voilà, il y aura un teaser. Et la dame qui avait posé la question pour l'histoire des classements a répondu que ce n'était pas pour être trop intrusif, c'était pour l'aider en cas de besoin, sa fille. Donc voilà, moi je sais que j'aimais bien quand c'était spontané que je dise un classement. Je préférais que ce soit moi qui aille vers mes parents et pour leur dire le classement que plutôt qu'on me demande. Et là, j'avais un peu un mouvement de recul parce que j'avais peur que tout soit interprété en fonction du classement. Mais voilà, des fois, il faut laisser l'enfant s'exprimer, pas tout de suite le soir quand il rentre, lui poser la question du classement ou du tuto. Mais voilà, j'aime bien aussi l'idée de Noah de juste savoir si l'enfant est fier de lui ou pas, parce que ça joue beaucoup sur le moral. Ok, bon, bah, du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à la thématique suivante, si ça va pour tout le monde. Et du coup, je laisse la parole à Damien et Louane. C'est ça. Donc là, on va voir un peu les différents modes de vie entre vivre avec ses parents et vivre seul, et justement comment s'adapter à ces situations. Donc moi, je vais vous parler de vivre avec les parents et Damien vous expliquera un peu vivre seul. Donc vivre avec les parents, c'est vrai que ça peut alléger notre esprit, par exemple, et même notre temps au niveau donc, des tâches ménagères, comme disait Noah, il me semble, voilà, sur tout ce qui est ménage, linge, repas, etc. Donc, ça peut être agréable, mais attention, d'un autre côté, et donc c'est peut-être une contrainte aussi, il faut que l'étudiant s'adapte aussi à la vie de famille, aux heures de repas, aux heures de coucher, etc. Il ne peut pas se lever la nuit parce qu'il est pris d'une insomnie et aller réviser dans le couloir en hurlant ses cours, parce que ça ne va pas plaire à tout le monde. Il y en a qui travaillent le lendemain, donc c'est vrai qu'il faut s'adapter aussi à la vie de famille, aux autres. L'avantage, par contre, aussi, c'est qu'il y a un soutien psychologique, vraiment une présence réconfortante la plupart du temps. On a une épaule sur laquelle s'appuyer, une épaule sur laquelle pleurer, qui est tout le temps là, et donc ça, c'est assez agréable. Et aussi, ce qui me plaisait dans la vie avec mes parents, eh bien, c'était que pendant les heures de repas, on parlait d'autres choses. Je ne sais plus qui disait ça. On changeait totalement de sujet. On parlait de l'actualité ou pareil, du cours de cheval de la petite sœur ou des choses comme ça. Et justement, on se changeait les idées, ça nous permettait de mieux repartir après le repas, enfin après le temps en famille. Hein. Ça peut être aussi le goûter ou une promenade en famille, ça peut être vraiment agréable ces temps-là. Après, voilà, c'est ce que soulevait aussi le professeur Nezelov, la difficulté justement dans le schéma familial qui va être un peu perturbé parce qu'on va donner, on donne plus d'attention à l'étudiant qui est en première année, et faire attention justement parce que, comme elle disait, ça peut nous rajouter de la pression de voir qu'on met entre parenthèses la vie de toute la famille juste pour nous. On se dit, mais attention, si moi, c'est comme si tout le bonheur finalement tout le bonheur futur de la famille reposait sur moi. Parce que finalement, si je loupe, toute la famille aura été malheureuse une année, etc. Donc ça peut être pesant pour l'étudiant. Donc attention à ça justement. Ça peut être dérangeant. Ouais, donc là, on a quand même bien vu qu'il y avait des avantages à vivre avec les parents, mais comme toute situation, il y a aussi des inconvénients. Et pour vivre seul aussi, c'est sûr que ça va supposer une organisation dans les tâches ménagères, parce que vous allez devoir vous débrouiller tout seul, pour, je ne sais pas, faire le linge, faire la vaisselle, des choses comme ça. En plus de ça, il y a souvent une distance géographique avec les parents, et ça peut être compliqué émotionnellement, surtout quand on n'est pas habitué à être seul au début. Donc voilà, c'est le chamboulement de se retrouver seul. Ça va nécessiter une adaptation de l'étudiant, quoi. Donc les parents, malgré ça, ont un rôle à jouer. Vous avez un rôle à jouer. Ne pas hésiter à prendre le temps de s'appeler. Bien sûr, ce sera plutôt à l'étudiant de définir cette durée, parce que pas non plus passer 2 heures au téléphone avec ses enfants, ça peut prendre du temps. Voilà, envoyer des petits messages comme ce dont on parlait au début.
se tenir au courant, donner des nouvelles, donner des courses, donner un petit peu de nourriture, ça peut être pratique parce que surtout quand on est par exemple, comme la plupart des étudiants au du Chazal, ça nécessite de se déplacer à Château-Farine, donc soit d'y aller en voiture, soit d'y aller à pied, ça peut prendre du temps. Donc voilà, encore une fois, on peut vivre seul sans ses parents, mais les parents ont malgré tout un rôle à jouer. Après, on verra que quand on vit seul, on a beaucoup plus de liberté. Donc ça, c'est super. On est libre de manger à l'heure qu'on veut. On peut faire du bruit sans déranger les parents, sans déranger les petits frères, petites sœurs, etc. Mais malgré tout, l'étudiant, il va devoir se plier à une autodiscipline qui va du coup s'appliquer à lui-même, quoi. Donc c'est important de savoir comment se gérer. Donc, la liberté, c'est bien, mais il ne faut pas non plus qu'elle déborde sur le cadre nécessaire pour travailler de manière efficace et pour réussir son année, ce que je souhaite à tous vos enfants. Donc, je ne sais pas si les parents de tuteurs ont des remarques à faire, si les parents ont des questions. N'hésitez pas. Il y a une question dans le chat. Alors, c'est de Bruno Thierry. Comment aider ma fille à ne pas rester toute seule dans son appartement sans repère sur le volume de travail à consacrer après les cours? Et ensuite, toujours de la même personne, et vers qui se tourner quand on est timide pour trouver un moteur qui motiverait à fournir plus de travail. Donc là, je pense qu'il parle du point de vue de l'enfant. S'il y a des parents qui veulent témoigner de comment ils ont pu aider leur enfant qui était en appartement, par exemple. Bon, du coup, je prends la parole, mais moi, je sais que parfois, un appel, mais même en visio, de voir la personne, ça faisait beaucoup de bien. Toujours pareil, des petites attentions, mais ma maman, elle me préparait les repas pour la semaine, c'est des choses qui me font plaisir, mais ça, on l'a déjà dit beaucoup de fois. Après, si c'est compliqué de travailler tout seul chez soi, on peut toujours penser à la BU. La BU, ça peut être pas mal parce que ça pose vraiment un cadre de travail tout en voyant quand même des gens bosser. Et je sais que ça, c'est un format qui correspond à beaucoup d'étudiants. Sinon, essayer de travailler avec une amie, avec un groupe de copains sur qui elle peut compter pour éviter d'être tout le temps toute seule ou prendre les pauses, prendre le temps de manger le midi avec quelqu'un d'autre. Sinon, pour la source de motivation, c'est un petit peu difficile à dire, mais on est un peu responsable de la voie dans laquelle on s'engage là. Et je pense que c'est important qu'elle se rappelle pourquoi elle a choisi de faire médecine et pourquoi elle est là. Qu'est-ce qui, elle, vraiment lui donne envie de faire médecine. Et parfois, on a tendance à l'oublier quand on est pris par une quantité de boulot astronomique. On a du mal à se dire, mais pourquoi j'apprends ça, à quoi ça va me servir et pourquoi je fais tout ça. Donc, vraiment, moi, je prenais le temps de me rappeler pourquoi est-ce que je faisais ça, pourquoi j'étais là et essayer de voir plus loin que ce que j'apprenais le jour même. Je trouvais qu'il y avait des choses qui n'avaient vraiment pas d'intérêt. Et voilà, essayer de me projeter pour trouver un sens à ce que je faisais. Pour la motivation, je rebondis un petit peu. Il y a ce qu'a dit Camille, se demander pourquoi, qu'est-ce qu'on fait ici, pourquoi on veut continuer. Et donc ça aide déjà pas mal. Et sinon, il y a un truc un petit peu à plus court terme qu'on peut qualifier un petit peu de carotte avec l'âne. J'avais fait personnellement une petite liste de toutes les choses que j'allais retrouver une fois que l'année serait terminée. Par exemple, des vacances, les copains, le retour des soirées, de pouvoir faire plus de sport, de par exemple aller au cinéma, vraiment des petites choses qui font plaisir, qu'on n'a plus tellement le temps de faire et on se dit qu'on va retrouver après. Et quand on a une petite baisse de morale, ce que je faisais, c'est que j'allais voir cette petite liste et je me disais oui, ça va être bien quand tout ça sera fini. Alors, ça m'a redonné la motivation pour aller rebosser d'autres coups. C'est vraiment des petits trucs qu'il faut trouver. C'est des petits trucs qui sont très personnels, donc il faut essayer de réfléchir à qu'est-ce qui peut nous motiver. Et en général, ça aide un peu. Ouais, par rapport à ce que disait Théo, je sais que pour m'endormir, ça m'aidait beaucoup justement, en fait, simplement de me rappeler la liste que Théo avait faite, enfin pas la sienne en l'occurrence, mais tout simplement de me rappeler tout ce que je peux retrouver dans quelques mois, dans quelques semaines.
Et voilà, pour s'endormir sur une bonne note et pas avoir la tête dans la biochimie, ça fait un peu du bien de se rappeler tout ce qu'on a pu faire de bien et tout ce qu'on va faire de bien quand on aura plus de temps. Ça peut aussi faire du bien, voilà, de passer simplement 5 minutes à regarder des photos de bons moments, des vidéos. Ça peut rappeler des bons souvenirs et se remotiver. Après, même de manière un petit peu plus, je sais pas, antérieure au début de la première année, c'est de se dire, ah ouais, je suis motivé à faire, je sais pas, médecin, pharmacien, kiné, depuis la troisième. Vraiment, depuis le lycée, je travaille pour ça. C'est pas maintenant que je vais abandonner. Et chaque semaine passée, c'est une raison de moins pour m'arrêter là. Donc, ça peut être une super idée de motivation. Et pour revenir à la question du parent, pour les personnes qui travaillent seules chez elles, mais qui peuvent malgré tout pas être très motivées, Noah le sent arriver, c'est d'aller travailler à la BU virtuelle. C'est mis en place par le tutorat. Et moi, personnellement, au second semestre, ça m'a vraiment fait du bien. Il y a un contact social, même s'il n'est pas réel. Il y a un contact social. On peut travailler de manière peut-être un petit peu plus organisée avec des horaires qu'on peut se fixer soi-même. Et par rapport au midi, Camille en parlait. Manger le midi avec ses amis, c'est vraiment une des meilleures choses que je pourrais conseiller parce que c'est pas une perte de temps, parce qu'on mange, parce que c'est important de bien manger, mais c'est aussi un moment de détente, de rigolade, où peut parler d'autre chose que de la première année qu'on est en train de vivre. Et vraiment, ça fait vraiment du bien pour revenir en forme et rebooster en début d'après-midi pour repartir travailler. Donc vraiment, c'est vraiment une chose que je vous conseille à mettre en place. Bruno Terry, du coup, il demande juste aller où. Je pense qu'il faut juste qu'on répète la BU virtuelle. C'est quelque chose, c'est un lien comme une réunion ici Zoom, sauf que tout le monde coupe son micro en gros et qu'on voit juste les caméras des gens qui travaillent et ça motive de voir des gens travailler autour de nous. Et des fois, c'est des pauses qui sont prises souvent à l'heure du 4 heures pour, on appelle ça le petit café, pour juste faire une pause goûter, boire un truc, manger un petit truc. Voilà, ça fait toujours plaisir et c'est un autre moyen de rester chez soi, mais de ne pas être seul. Et il y a une nouvelle question dans le chat, c'est de Ortu. Est-ce que vous confirmez que les 15 jours de Noël et de Nouvel An seront vraiment off? Si un tuteur veut répondre. Oui, Oui, je valide très très fort. Pardon, Théo, vas-y Théo. Ils sont vraiment off vu que les partiels tombent avant les vacances et il faut absolument qu'ils soient off. C'est vraiment, il faut le plus possible ne pas entendre parler de la passe, déconnecter le plus possible avec tout ça pour justement arriver frais à la rentrée et pouvoir attaquer un deuxième semestre qui est plus long que le premier et qui est des fois parfois plus éprouvant. Donc, les 15 jours de Noël, il faut en profiter, voir la famille. C'est vraiment une pause qui est très, très importante. C'est super important parce que ça marque, on va dire, voilà, si être en place, c'est un marathon, on va dire que c'est le ravitaillement au 21e kilomètre. C'est vraiment le moment où on prend le temps de se reposer, de voir la famille et vraiment, c'est primordial. Après, je sais qu'à titre personnel, j'avais vu quelques cours, notamment du 6, qui m'intéressaient. Donc, je sais qu'il y a un cours que j'ai surligné. Voilà, il ne faut pas s'interdire de travailler, mais vraiment, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de profiter et voilà, de faire justement toute la liste que Théo a donnée. Voilà, essayer de l'appliquer à Noël, c'est super important, ça fait du bien de rentrer à la maison, de revoir de la famille, profiter des repas de Noël, du Nouvel An. Et voilà, c'est super important. Et ça sera justement une manière de repartir de plus belle au second semestre qui sera, on le rappelle quand même, qui sera quand même plus long. Donc, c'est important de faire une belle pause. Donc, oui, c'est vraiment off. Et moi, je rajoute un petit truc parce que ça me semble vraiment trop important, mais vraiment ne parlez pas de médecine pendant ces 2 semaines de vacances. Vraiment, mais je le redis encore une fois, mais moi, on s'était mis d'accord pour que même tout l'entourage ne me pose pas des questions sur le concours, sur la médecine, sur rien. Vraiment, c'est 2 semaines où vous profitez, vous faites tout ce que vous voulez, mais vous ne parlez vraiment pas de médecine et simplement vous vous reposez, vous vous ressourcez, vous faites tout ce que vous avez envie de faire, mais voilà, c'est pas problématique du tout si on n'ouvre pas un cours pendant ces 2 semaines de vacances. Et voilà.
Un petit truc à propos de certains peuvent se dire on peut profiter de ces 15 jours pour prendre peut-être de l'avance par rapport au second semestre. C'est un peu une fausse bonne idée. C'est un petit peu dangereux de se dire on va bien s'y mettre pour prendre de l'avance. Déjà parce que les cours peuvent changer. Et en plus, avec la réforme, c'est quelque chose qui se met encore en place. Il y a de fortes chances que certains cours changent. Et voir un cours, essayer de l'apprendre sans avoir eu le prof en face de soi qui a fait le cours exactement comme il doit être cette année, c'est assez difficile et ça perd du temps du coup de vacances, de moments où on est censé se ressourcer et potentiellement on peut paniquer sur un cours parce qu'on se dit qu'on ne le comprend pas, que c'est difficile, alors que si on avait été en cours en janvier quand le cours devait justement être fait, on aurait compris directement. Donc c'est off et vraiment faites comprendre à vos enfants qu'il faut profiter et qu'ils sont vraiment en vacances. Et par rapport à Camille, je vais rebondir un petit peu. On a vraiment tous des avis différents. Vous avez dû le voir par rapport à la première année. Et je sais qu'à titre personnel, ça me faisait parfois du bien de parler, voilà, d'exprimer ce que j'avais fait pendant cette année, pourquoi pas expliquer à l'entourage. Et ça ne faisait pas forcément du mal de parler de passe. Donc vraiment, c'est bien de décrocher et de penser à autre chose. Mais si l'enfant a besoin de se livrer ou de parler, c'est vraiment pas un souci. Donc voilà, à chacun de faire comme bon lui semble, mais c'est vraiment des vacances, quoi. Le terme de vacances, faut le prendre au pied de la lettre. Et ça a été un choix de la faculté. Toutes ne l'ont pas fait. Alors, la nouvelle réforme a changé un peu, mais toutes les facultés ne l'ont pas fait. C'était un choix de faire les épreuves du premier semestre avant les vacances de Noël. Certaines facs le faisaient après, mais le faire avant les vacances de Noël, c'était vraiment pour préserver la coupure des vacances de Noël comme quelque chose de off par rapport au travail. Donc, faut effectivement le vivre comme ça. Ok, merci. Et il y a une nouvelle question dans le chat de Marie qui demande comment sont réparties les places entre toutes les filières, médecine, pharma, dentaire, sage-femme et kiné, et métiers de la rééducation. Donc du coup, en fait, les chiffres exacts, ils sortent vraiment qu'en début d'année, aux alentours de mars, je crois, et ça change tous les ans. Ce qu'on peut juste dire, c'est que là où il y a le plus de places, c'est en médecine, c'est là qu'il y a le plus gros numérus, mais que après, ça doit être pharma et dentaire, et en dernier, sage-femme et kiné, et que cette année, on a aussi la nouvelle spé, c'est soins infirmiers, en fait. Pour aller en école d'inf, maintenant, il faudra passer par la première année d'études en santé. Et voilà, les chiffres exacts, on ne les a pas encore, mais ils seront communiqués courant début 2022. J'ajouterais un petit truc par rapport à ça, niveau technique. Donc, c'est avant la réforme, c'était le ministère de la Santé qui fixait ces numérus. Maintenant, c'est la fac en concertation avec l'ARS et le ministère pour fixer ce nombre. Et entre les LAS et les PASS, c'est un pourcentage en fonction du nombre d'étudiants. On n'est pas au pourcent près, mais globalement, le nombre de places pour les PASS et le nombre de places pour les LAS, en pourcentage, fait qu'il est aussi, enfin, qu'il y a autant de candidats pour un nombre de places. On a un rapport qui est à peu près le même entre les deux voies d'accès. Et juste un petit conseil, ne pas trop se baser sur les chiffres qui sont parus l'année dernière, parce que la réforme, elle était encore en transition. Il y avait encore les redoublants, les PACES redoublants. Et donc, du coup, une partie du numérus leur était accordée. Donc, ces places-là sont cette année redistribuées, du coup, entre les LAS et les PASS. Majoritairement les LAS, il me semble, parce que ça reste une alternative au redoublement. Donc, voilà, les chiffres vont évoluer par rapport à l'année dernière. Il n'y a rien de figé. Et il y a encore une question de la part de Marie. Mon fils a commencé une prépa terminale santé et a déjà beaucoup travaillé cet été et s'accorde très peu de temps de pause depuis la rentrée. Il envisage tout juste de passer le repas de Noël en famille, puis prévoit de réenchaîner sur les apprentissages pendant les vacances, entre guillemets. Quand je l'encourage à faire une pause, il dit qu'il se connaît. Que faire? S'il y a des parents qui veulent témoigner, là, si vos enfants, ils sont aussi dans ce cas-là, si les anciens tuteurs, vous les avez aidés par rapport à un cas assez semblable, c'est le moment, allez-y, n'hésitez pas.
Est-ce qu'il y a des parents du coup qui veulent un petit peu intervenir là-dessus ou... Et si je peux prendre la parole s'il n'y a personne, je sais que pendant les vacances, ça peut paraître bête, ça faisait plaisir de travailler. Je me rappelle même avoir imprimé des planches du Nether en première et vraiment, c'était juste par plaisir. Donc, on peut commencer l'année entre guillemets un peu plus tôt, mais par contre, la pause de Noël, je pense vraiment pas qu'il faille la sacrifier pour reprendre de l'avance comme l'étudiant avait au premier semestre. Enfin, vraiment, l'avance qu'il a eue, c'est très bien et on ne peut que la lui souhaiter. Mais toujours est-il qu'il faut vraiment prendre cette pause à Noël. Donc, par rapport au repas de Noël, voilà, ce serait bien qu'il puisse le passer en famille autant que possible. Et après, voilà, vous pouvez peut-être en discuter avec lui et peut-être que son avis va évoluer, surtout après les partiels, quoi. Parce que ça fait du bien de décrocher un petit peu, de penser à autre chose. Comme le disait le professeur Nezelov, certaines facs en France font passer les partiels après les vacances de Noël. Ce qui fait qu'il n'y a absolument pas de coupure entre le premier semestre et le second semestre, puisque les vacances de Noël sont passées à réviser. Et la semaine après les partiels en janvier, on attaque le deuxième semestre. Et ça fait qu'il n'y a absolument pas de coupure dans l'année et que c'est vraiment 8 mois intenses. Et c'est vraiment très difficile d'arriver à terme de ces 8 mois. Bosser pendant les vacances de Noël, c'est prendre le risque d'imploser au deuxième semestre parce que le deuxième semestre est plus long. Le premier semestre, il faut vite se mettre dedans, être efficace, arriver au partiel. Le deuxième semestre, on a vraiment cette idée encore plus de marathon, qui est le cas de toute l'année, mais c'est assez long. Et on voit des fois en février, les jours sont encore courts, difficilement le bout. Donc, il faudrait essayer d'en parler avec lui. De toute façon, la base, c'est la communication. Et pour voir qu'il profite un petit peu de ses vacances pour se ressourcer. Ouais, et puis le gros risque, c'est d'être, pardon, Camille. mais le gros risque, c'est d'être contre-productif, comme tu l'as dit, Théo, parce que de toute façon, les cours ne seront pas encore sortis pour les vacances de Noël. Prendre le risque de se fatiguer à prendre des cours, on ne sait pas si les cours vont être modifiés, changés. Moi, je pense que c'est du temps, enfin, c'est vraiment du temps de perdu, du temps qu'on peut passer en famille pour vraiment se reposer, se ressourcer. Et oui, travailler à Noël, c'est pas forcément quelque chose de productif. Oui, je rejoins Théo parce que, voilà, pour continuer son analogie du marathon, mieux vaut faire 2 semi-marathons qu'un marathon d'affilée, je pense. Parce que vraiment, cette pause-là, elle vous permet de repartir de plus belle. Donc, voilà, autant que possible, se reposer. Oui, moi, je me rends compte du coup qu'il y a des parents qui ont leurs enfants qui sont encore en terminale. Et donc, un conseil pour ces parents qui n'ont pas encore, enfin, pour les enfants qui n'ont pas encore attaqué leur première année de passe, pour répondre à la question comment s'adapter à vivre seul, c'était pour dire que je trouve que c'est plutôt une bonne idée que l'enfant aille sur le lieu dans son nouveau lieu de vie dès le mois d'août. C'est ce qui s'est passé pour Damien. Il était sur Besançon dès mi-août. Et je pense que ça l'a aidé à sa rentrée parce il s'était déjà adapté à son nouvel environnement, au réseau de transport en commun, son logement, le côté pratique. Et voilà, c'est des petites choses qui permettent, il me semble, de démarrer un peu plus sereinement en septembre si déjà les questions générales de comment je me gère au quotidien et comment je gère mon petit logement et mes transports sont déjà réglés. Voilà, ça s'applique pas aux élèves enfin aux étudiants qui ont déjà entamé leur année, mais ceux qui sont encore en terminale, c'est vrai que monter sur place dès mi-août, c'est déjà aussi prendre un petit peu d'avance, je pense. Et juste pour rebondir sur ce que disait maman, tout simplement, il faut vraiment y aller. Si jamais on veut, par exemple, voilà, s'habituer un petit peu à ce mode de vie byzantin auquel on n'est pas habitué, il ne faut vraiment pas y aller de manière forcée et faire si on a envie. Si on a envie de travailler un petit peu avant ou quoi, il ne faut pas s'en empêcher, mais il faut vraiment que ça soit de la volonté parce que le but, c'est vraiment d'arriver frais en septembre. Après, voilà, en l'occurrence, la plupart des parents ici, je pense, ont des enfants qui ont déjà démarré l'année, donc c'est un petit peu tard pour donner ces conseils. Mais voilà.
Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir passer du coup à la thématique suivante. Ouais, juste, il y a encore 3 questions dans le chat. On y répond. Ouais. Ok. Alors, il y avait une première question, c'était quand vont avoir lieu les préparations aux oraux? Donc ça, c'est avec l'association Topla. Topla, c'est un tutorat, c'est une association indépendante du tutorat, mais on fonctionne quand même ensemble. C'est juste pour, enfin, c'est une préparation à l'oral tout au long de l'année et avec des oraux blancs entre les partiels écrits et les vrais oraux des premières années. Et donc, ça va avoir lieu début mai. L'an dernier, c'était mi-mai, je crois. Donc, juste après le concours écrit, ils ont quelques semaines de répit et des oraux blancs avant de passer le grand oral selon leurs résultats. Voilà, s'il y a un tuteur qui veut ajouter quelque chose. Ça va commencer un petit peu en novembre avec le service hausse de l'université pour préparer un petit peu le projet professionnel à présenter aux oraux. Et c'est le gros morceau de préparation aux oraux, ça va surtout avoir lieu sous forme 2D dans le deuxième semestre, au deuxième semestre. Donc ça vient petit à petit. On conseille en général à tout le monde de préparer les oraux parce qu'on n'est jamais à l'abri soit d'être sélectionné alors qu'on ne s'y attendait pas, soit de devoir passer les oraux alors qu'on pensait être vraiment très fort, entre guillemets. Donc, on conseille de les préparer, de commencer à les préparer doucement pour être efficace si on a besoin de les passer. Sachant aussi qu'il y a une bonne période qui permet de préparer les oraux entre les partiels du second semestre et les vrais oraux qui ont lieu un petit peu plus tard. Il y a un gros mois entre les deux. Donc, ça vient doucement à partir du deuxième semestre et puis on accélère sur la fin pour la préparation. Ok, et une autre question à propos des vacances. Les étudiants ont-ils des vacances en février? Alors, vas-y. Théoriquement, entre guillemets, oui, il y a des semaines qui sont banalisées parce qu'il y a la fac est réquisitionnée pour les ECNI blancs, c'est les concours de 6e année de médecine. Donc là, il n'y a pas de cours pendant cette semaine-là. Il y a une deuxième semaine aussi en février où il n'y a pas de cours. Mais ces 2 semaines-là, il faut en profiter, par exemple, pour faire un jour off où on se ressource, etc. Mais surtout pour rattraper son retard si on en a et pour bosser. Il faut continuer à bosser donc, au deuxième semestre. Sur le papier, pas trop de vacances, en tout cas. Et du coup, la dernière question, c'était à propos des vacances de Noël. Quelqu'un qui demandait si ce n'était pas plutôt que 2 semaines, 3 semaines, du 18 décembre au 10 janvier. Je ne sais pas si quelqu'un est au courant de l'emploi du temps exact des vacances. La rentrée, ce sera bien le 3 janvier, mais étant donné que les dates des partiels n'ont pas été officiellement communiquées, si je ne m'abuse, les vacances, le début des vacances n'est encore pas défini. Ça ne va vraiment pas tarder pour la date officielle des partiels du premier semestre, mais les vacances commencent après la dernière épreuve. Et ça peut aussi dépendre des mineurs. Je sais qu'en FAPS, nous avions nos partiels avant les partiels de passe, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, on a beau avoir les partiels tel jour, il se peut que le lendemain ou quelques jours après, il y a les partiels de la mineure de votre enfant. Donc, ça peut aussi réduire un peu les vacances. Tout à fait. Et les cours en présentiel de passe ne commencent qu'à partir je ne sais plus si c'est le 10 ou le 18 janvier, justement par rapport au partiel de passe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cours de présentiel en passe dans la première ou la deuxième semaine, ou les 2 premières semaines de janvier. Ça ne veut pas dire que les cours ne sont pas commencés, parce que les cours en distanciel sont mis en ligne. Ça peut paraître être off, mais en fait, les cours en distanciel sont déjà mis en ligne et a priori à travailler. Alors, du coup, on va poursuivre avec la suite parce que là, c'est vrai qu'il est déjà un petit peu tard. Mais pour cette thématique, c'était tension avec les parents, comment gérer, quelles sont les choses à ne pas dire, à ne pas faire. Alors, je n'ai pas envie de faire trop de répétitions, mais vous l'avez compris, ça va être une année compliquée à la fois pour l'étudiant et pour la famille et pour les frères et sœurs et pour vraiment tout le monde. Et c'est vrai que moi, en tout cas, je parle en mon nom, mais en tant que du coup première étudiante, quand j'ai passé ma première année de médecine, je m'en voulais souvent à moi-même de ne pas en faire assez, de ne pas travailler assez.
Et il y a un moment donné où j'ai été tellement stressée, j'étais tellement sous tension que finalement, je commençais même à m'en prendre aux personnes que j'aimais le plus. Et parfois, je m'énervais contre mes parents, je m'énervais contre mes frères et sœurs qui, en fait, ne demandaient absolument rien et qui n'étaient pas du tout responsables de cette situation. Donc voilà, je pense que c'est important aussi de se rappeler que bah voilà, même si c'est difficile, même si on passe par des moments vraiment très compliqués, c'est important de pas en vouloir, enfin de pas en vouloir aux autres parce que justement, on n'arrive pas à gérer tout ça. Nos parents, ils sont là pour nous aider et ils ne sont pas responsables du choix qu'on a fait d'aller en études de médecine. Donc voilà, faire attention à ça, ça me semblait important. Après, quelles sont les choses à ne pas dire, à ne pas faire? Alors, toujours pareil, à titre personnel, mais moi, il y avait des petites réflexions qui vraiment m'énervaient beaucoup. C'était pas vraiment de la part de mes parents, parce que mes parents, ils ont toujours été, ils m'ont toujours encouragée, ils ont toujours été là, jamais trop intrusifs. Mais l'entourage, c'est vrai, me posait beaucoup de questions sur le classement. Moi, je me souviens d'une scène qui m'a vraiment marquée, mais il y a une soirée où j'avais décidé de prendre une pause pour aller justement au cinéma avec mes parents. Et alors déjà, je m'en voulais de prendre une pause, je culpabilisais, mais je m'étais dit, bon, allez, ok, quand même, tu prends une pause et ça va te faire du bien. Et au cinéma, on a croisé quelqu'un qu'on connaissait et qui là m'a dit, mais Camille, tu es en première année de médecine, mais qu'est-ce que tu fais au cinéma? Tu n'es pas en train de réviser? Enfin, c'est n'importe quoi, quoi. Et même 2 ans après, je m'en souviens encore et c'est quelque chose qui m'a fait vraiment beaucoup de mal. Donc même si toutes ces petites réflexions, en général, elles sont souvent dites dans un but bienveillant, mais elles peuvent souvent blesser un petit peu l'étudiant et c'est vrai qu'il faut être assez vigilant là-dessus, mais je pense que le plus important, c'est en tout cas s'il y a des tensions avec les parents, c'est d'en parler, de dire quel comportement nous plaît et quel comportement ne nous plaît pas, mais voilà, d'en parler. Et je ne sais pas s'il y a des parents qui ont envie de parler un petit peu de ça, s'il y a eu des tensions avec vos enfants, des parents de tuteurs qui sont là. Mais Moi, voilà, je pense. en parler. Oui, pardon, allez-y. Ce qui est important, c'est d'aider l'enfant à se déculpabiliser parce que parfois, Léna, quand elle faisait des pauses, je sentais qu'elle me disait, là, je devrais peut-être être en train de travailler. Et je pense que c'est important de leur rappeler que non, c'est des pauses thérapeutiques, c'est nécessaire pour pouvoir mieux travailler ensuite. Donc, je pense qu'on est vraiment là pour rassurer les enfants. Moi, je sais que j'étais arrivée à un moment où j'arrivais plus à prendre de pause par moi-même parce que j'étais trop, trop, trop stressée. Et en fait, ça me faisait du bien quand mes parents venaient me voir et me disaient, ben là, Camille, c'est OK que tu prennes une pause, c'est OK de faire autre chose. Enfin, tu as déjà travaillé et ils me ramenaient un petit peu à la réalité. Et du coup, ouais, ça me faisait beaucoup de bien, moi, quand on me rassurait par rapport à tout ça et qu'on me déculpabilisait un petit peu de prendre des pauses. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont d'autres choses à rajouter. Et moi, je pense que les pauses, c'est important de les proposer à son enfant qui est étudiant et faire surtout des pauses utiles. Prendre l'air, aller se promener, voilà, discuter en famille. Voilà, il faut que ce soit des pauses plutôt bénéfiques. Parce que je me rappelle de Thomas qui était tout blanc et qui ne sortait plus. Et donc, on lui proposait d'aller promener le chien. Enfin, voilà, il fallait que ça prenne l'air, quoi. Et puis, pour les choses qui sont surtout à pas dire, je pense que ce qu'il faut vraiment pas dire quand on est parent, c'est eh ben, tant pis, c'est trop dur pour toi ou bah, tu n'y arriveras pas, mais c'est pas grave. Jamais dire c'est pas grave, en fait. Il faut être toujours bienveillant, mais toujours encouragé et puis prendre sur soi parce que on parle du stress des étudiants, mais il y a le stress des parents aussi pendant cette année un petit peu charnière, quoi. Voilà. Bienveillance. Et je pense que c'est important d'y croire soi-même. Oui. C'est un peu ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'il faut y croire, pas non plus en faire un enjeu national, familial, mais c'est important que votre fils et votre fille sentent que vous pensez que c'est possible. Après, dans les choses à ne pas dire, je pense c'est important de dire ce qu'on a envie de dire. Mais ce qui est important, c'est si parfois les choses débordent, c'est de pouvoir reprendre un peu derrière, tant du côté de l'étudiant que du côté des parents. Il y a parfois effectivement des clashs où les mots peuvent un peu dépasser la pensée.
il faut que ça se fasse, il faut que ça se dise, mais c'est important que ça se reprenne derrière. Parce que sinon, si tout le monde marche sur des œufs, la communication risque aussi de se rompre. Donc, faut être aussi suffisamment naturel. Oui, et par rapport aux pauses dont parlait la maman de Thomas, je pense qu'elle a raison dans le sens où les pauses, les faire aussi saines que possible. Éviter par exemple une pause télé ou une pause, je ne sais pas, peut-être jeu vidéo, et privilégier une pause sociale où on va voir ses amis, ou je ne sais pas, une pause sportive pour changer, on va dire, de la position assise de l'étudiant qu'il a un petit peu à longueur de journée. Et les pauses, je ne pense pas qu'il faille se mettre un rythme de pause, une fréquence de pause donnée. Enfin, en tout cas, à titre personnel, je faisais des pauses quand j'en avais le plus besoin. Les journées où j'étais, on va dire, inarrêtable et j'arrivais bien à travailler, tout concentré, je me disais, bah, pourquoi faire une pause aussi longue ou pourquoi m'accorder tant de pauses? Et par contre, les jours où vous avez, je ne sais pas, mal dormi, faites une sieste un peu plus longue, les jours où vous alliez être moins en forme ou quoi, privilégier des pauses à une fréquence un peu plus importante. Donc vraiment, c'est à chacun de voir ce dont il a besoin, mais surtout de ne pas s'obliger à faire une pause parce que simplement, il faut faire une pause à cette heure-là. Ouais, enfin, de l'autre côté, nous, on est parti du principe qu'il fallait faire confiance à Damien. Donc, il n'en prenait pas, mais on partait toujours du principe que c'était lui qui ressentait le mieux ce dont il avait besoin et je crois que ça a plutôt fonctionné comme ça. Et puis, je crois que dans les moments de découragement, c'est peut-être important de rappeler aussi à son enfant qu'il a choisi une voie qui est difficile, que la concurrence est rude et que ça, c'est quand même à valoriser parce qu'il aurait pu aussi choisir voilà, une formation post-bac beaucoup moins difficile. Donc, je pense que oui, voilà, lui rappeler qu'on a bien conscience que c'est difficile, effectivement, mais c'est difficile aussi pour les autres étudiants de médecine, mais que c'est courageux d'avoir choisi cette voie. Oui, voilà, c'est ça. Et puis aussi, ce qui peut aider, en fait, pendant cette année, on apprend vraiment à se connaître personnellement sur quelles sont nos capacités de travail, quelles sont nos limites. Et on apprend à savoir de quoi on a besoin parce qu'on ne peut pas travailler bénéfiquement si on n'est pas bien dans son corps, si on n'est pas bien dans sa tête. Donc, c'est pour ça qu'on se régule un peu en essayant de garder une activité physique régulière quand on peut, des contacts sociaux quand on s'autorise des pauses. Et ça, les parents, ils nous connaissent aussi depuis longtemps. Et moi, je me rappelle que c'était mes parents qui me disaient, mais là, tu peux sortir, aller courir, tu peux prendre la soirée avec tes amis pour une fois, ça va te faire du bien, quoi. Et ça, des fois, j'avais besoin que ce soit mes parents qui me le disent, que ce soit quelqu'un d'extérieur pour déculpabiliser. Parce que si c'était moi qui prenais la décision toute seule, je me culpabilisais beaucoup plus vite, en fait. Voilà. Il y a une nouvelle question dans le chat. Question de mon fils, de la part de Marie. Si l'on a moins de 8 en biophysique, est-ce éliminatoire? Alors, donc biophysique, j'imagine que c'est la mineure. Il faut absolument avoir 8 sur 20 à toutes ces notes qui composent son année de mineur. Donc, Théo, je te coupe. Il me semble que c'est par rapport à l'UE3 plutôt que la Ah, pardon, j'avais pas compris. Alors, ça reste très dur aussi. Oui, c'est pas facile. Alors, non, le côté santé fonctionne un petit peu différemment. Ce qu'il faut avoir, c'est une note globale qui est supérieure à 10 quand on fait la moyenne de toutes les UE avec le coefficient qui leur correspond. Et ça permet de valider. Est-ce que je m'en mets les pinceaux? Non, c'est bon. Non, oui, par contre, oui, il faudra avoir. Et oubliez ce que j'ai dit, pardon, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Donc, oui, en UE3, en biophysique, il faudra avoir au moins 8 sur 20
c'est le minimum pour valider. Si jamais il n'y a pas de validation à 8 sur 20, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a les rattrapages qui existent. Donc, c'est la deuxième session, classiquement, qui a lieu à la fin de l'année pour justement augmenter un petit peu cette note qui était en dessous de 8. Mais en sachant que cette histoire de 8 sur 20 est encore nouvelle. Oui, c'est pas encore bien défini parce qu'il y avait la somme, la moyenne du premier semestre et du deuxième semestre qui était en discussion. Donc, c'est pas si clair que ça, je crois. Pas encore très, très clair. Il faudra attendre que les MCC sortent. C'est les modalités de contrôle de connaissances. Et là, ce sera écrit très clairement. De toute façon, quand ça sortira, on fera une communication et éventuellement un document qui explique point par point dans quelle situation on se trouve avec telle note. On va pouvoir passer au thème des baisses de morale. Alors, les baisses de morale, il y en aura dans l'année, ça c'est évident, plus ou moins. Notamment, par exemple, on peut prendre l'exemple du mois de novembre, le changement d'heure, la nuit arrive plus tôt, il pleut, il fait froid. C'est une période qui n'est pas facile à vivre, surtout que c'est le rush juste avant les partiels. Donc là, il y aura un petit peu de redite, je vais essayer de faire rapide. Quand il y a une baisse de morale, qu'est-ce qu'il faut essayer de retrouver? Donc, c'est retrouver son moral et retrouver la motivation pour continuer à travailler. Donc, redéfinir un cap. Donc, ça passe par une grande chose, c'est les pauses qui permettent de s'aérer tant mentalement que physiquement par le sport, la musique, les sorties en famille, etc. etc. Tout ce qui est différent du travail scolaire et qui fait plaisir. Donc, en prenant des pauses, on l'a dit, on a tendance à culpabiliser. C'est là que les parents interviennent dans ce rôle de déculpabiliser l'enfant dans le fait qu'il prenne des pauses. On a tendance à oublier beaucoup que les pauses font partie du travail et font partie de la réussite de l'année. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc, il faut accepter de faire des pauses. Il faut également accepter les moments difficiles. On reprend cet exemple de novembre. Là, il va y avoir des journées qui seront longues, où on arrivera fatigué le soir. Et le maître mot par rapport à ça, je rebondis un petit peu sur ce que Damien avait dit tout à l'heure, c'est l'adaptation. Il y a certaines journées, on va être très, très en forme, très efficace. Et là, on va pouvoir bosser beaucoup. Et certaines journées, il faut l'accepter, où on est à plat, crevé. Et donc là, il faut savoir faire un break pour recharger les batteries, pour le lendemain ou le surlendemain, redevenir efficace et travailler correctement. Donc, on en revient un petit peu aux choses essentielles. Il faut absolument bien manger et bien dormir, avoir un sommeil qui est régulier et conséquent. Donc, ça, c'est une des clés et on voit vraiment la différence. Et bien manger, c'est-à-dire manger équilibré et ne pas sauter de repas. Donc, on a tendance des fois à se dire « Ah bah, j'ai pas très faim, je mangerai à 4 heures et puis ça ira. » Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Les repas doivent vraiment être là, en fait. C'est ça qui apporte l'énergie au corps pour fonctionner. Le cerveau, c'est typiquement on peut qualifier de muscle et il consomme énormément d'énergie, surtout en période de travail. Donc, il faut lui apporter des nutriments. Donc, c'est là que les parents vont avoir ce rôle de cadre un petit peu, bien manger, bien dormir, faire des pauses, proposer. Mais dans tous les cas, en tout cas pour les pauses, il faut essayer de ne pas forcer l'enfant. C'est vraiment des propositions. Tiens, tu pourrais faire ça, ce serait peut-être bien comme ça, tout ça. Et donc là, on arrive au point qui est essentiel, c'est la communication. On l'a dit sous différentes formes tout au long de cette réunion. Communiquer, c'est vraiment la base pour identifier les problèmes et puis pour que les parents comprennent un petit peu dans l'année difficile qu'est leur enfant, pourquoi il bosse autant, pourquoi il prend peu de pauses, qu'est-ce qui fait qu'il est fatigué comme ça, etc. Et aussi pour que l'enfant comprenne que c'est également une année qui est difficile à vivre pour les parents parce qu'il y a le stress du parent qui veut que son enfant réussisse, évidemment. Et donc, ce n'est pas facile à gérer des deux côtés. Et donc, si certains parents ou de tuteurs ou de première année veulent intervenir, poser des questions ou parler de leur expérience.
Oui, par rapport aux baisses de morale, je pense que c'est important d'avoir le recul nécessaire par rapport à son enfant, que baisse de morale n'est pas synonyme de mauvais résultats ou de mauvaises années. Parce que chaque étudiant aura des exigences variables. Pour un même classement, il y aura des déceptions ou des fiertés. Et voilà, j'ai eu l'exemple l'année dernière avec des amis qui avaient soit des moins bons, soit des meilleurs classements, et qui pour autant n'étaient pas forcément plus contents que moi pour un même classement. Enfin, voilà, ça va vraiment dépendre de chaque étudiant. Et si on a une baisse de morale, je pense que le plus important, pour être vraiment très, très, très concret, c'est de se rappeler pourquoi est-ce qu'on le fait. Et généralement, c'est cette motivation-là dont on a besoin parce que c'est l'aboutissement de cette année qui sera d'accéder à ces études importantes. Et comme disait Théo, ouais, c'est important d'avoir une bonne hygiène de vie. Ceux qui se disent, ouais, allez, en ce moment, je prends un peu de poids, je ne vais pas manger avant de dormir parce qu'en dormant, je ne vais rien faire. Le cerveau, il va beaucoup travailler en dormant, il aura besoin de nutriments, comme disait Théo. Et il y a aussi beaucoup d'informations retenues pendant le sommeil. Donc, c'est vraiment très, très important. Donc, profitez-en pour bien dormir. Moi, je me souviens aussi de notre médecin généraliste, notre médecin de famille qui nous suit depuis plusieurs années et qui, je pense, a eu aussi des paroles à l'occasion pour l'ENA qui ont été bénéfiques parce que lui, il est passé par la même formation, donc il sait bien ce à quoi l'ENA était confrontée. Et je pense que le fait que ce soit lui qui dise des choses plutôt que les parents, ça a aussi porté ses fruits, quoi. Et ça, je pense que ça fait du bien. Il y a une question dans Est-ce le qu'il y a encore chat. des questions? Pardon. De la part de Ortu, y a-t-il des élèves qui peuvent être éliminés de passe après les partiels de décembre au vu de leurs résultats? Je t'ai pas très bien entendu. Je répète, tu dis. Est-ce qu'il y a des élèves qui peuvent être éliminés de passe après les partiels de décembre au vu de leurs résultats? Non, pas à Besançon. À Besançon, tout le monde est gardé au deuxième semestre. Il n'y a pas de délagage qui est fait comme d'autres facs dans d'autres villes. Tout le monde continue s'il en a l'envie. Et parfois, heureusement qu'il n'y a pas ce genre de dispositif parce qu'il y a des belles remontadas, donc rien n'est perdu. Enfin, vraiment, il y a des classements parfois qui peuvent être très décevants, mais il y a plein d'exemples qui prouvent qu'on peut, malgré un mauvais classement au premier semestre, on peut réussir son année. Et je pense que aussi en première année, c'est compliqué parce qu'on fait que de la théorie et pas de la pratique et que c'est ça qui peut faire qu'il y a des baisses de motivation, baisses de morale. C'est parce que justement, on ne voit pas de concret, on ne voit pas de passion. Du coup, ça peut paraître un petit peu abstrait, mais pour motiver votre enfant aussi, vous pouvez lui rappeler que s'il réussit, justement, il aura un stage pendant le mois d'été qui suivra la PASS ou la LAS, enfin, selon sa filière, évidemment, mais que ce stage, il redonnera vraiment du sens au cours et à tout ce qu'il aura appris pendant toute une année entière, en fait. Et que ça, c'est vraiment quelque chose qui rebooste le moral quand on y est. Enfin, je pense qu'on a tous eu des expériences différentes, mais que de manière générale, ce stage, il fait vraiment du bien après une année si difficile et que c'est vraiment une belle récompense. Ouais. Donc là, du coup, on reste disponible vraiment pour des questions par rapport aux thématiques qu'on a eues, ou même s'il y a des choses auxquelles on n'a pas forcément répondu sur la réforme, enfin, vraiment, on prend toutes vos questions. Il n'y a plus de questions dans le chat pour l'instant. On peut attendre encore un peu. Et parfois, c'est un peu long d'écrire les questions dans le chat, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Ça pourrait être tout aussi interactif.
En tout cas, sachez que si jamais vous avez un problème pendant l'année, nous, on reste disponible. Normalement, on a mis la diapo après avec tous les réseaux, mais voyez, il y a plein de moyens de nous connecter si jamais il y a un problème. Il y a Ortu qui dit qu'elle a posé toutes ces questions et merci beaucoup pour le temps consacré. Merci à vous d'être venus en tout cas. Avec plaisir. Christophe, pas d'autres questions? Non, là, c'est que des remerciements. Merci à tous. Oui, merci à vous pour ce temps d'échange. Donc voilà, c'est vrai qu'il est un peu tard. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez passé un moment intéressant, que vous serez peut-être plus en confiance pour aider votre enfant. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont témoigné. Et voilà. Ah si, alors peut-être une question. Est-ce que vous connaissez le classement du dernier prix l'an dernier dans toutes les filières confondues? Ça dépend si on parle du classement du premier semestre ou du total, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dur de comparer son classement du premier semestre par rapport au second semestre, parce qu'au premier semestre, il y aura toutes filières confondues, parce qu'on n'aura pas encore choisi nos SP, les SP qui du coup définiront les filières pour lesquelles on postule. Mais ouais, donc ça dépend de quoi on parle. Il y a toujours un ordre de grandeur en général, mais ça varie énormément d'une année à l'autre, surtout d'une année où l'année dernière, on avait encore des passes redoublants à une année cette année où on a uniquement des passes et des LAS. Donc, il faut de toute façon pas penser avec ce chiffre-là en tête. Il faut travailler du mieux qu'on peut. Ça, on l'a dit pendant toute la réunion. Ce sera en mars-avril, quand les numérus sortiront, pouvoir se situer par rapport aux résultats du premier semestre, par rapport à la mineure également, voir comme on est, mais ne jamais perdre espoir, parce que comme l'a dit Damien tout à l'heure, avec un mauvais classement au premier semestre, entre guillemets, on peut faire des remontadas, parce qu'il n'y a que 50% de l'année qui a été fait. Donc, il reste 50% de l'année à faire. Donc, il ne faut pas se mettre de frein et pas hésiter à y croire encore. Oui, et j'ajoute un petit truc, c'est que le numérus, c'est important parce que c'est ce qui définit le nombre de places attribuées aux étudiants. Mais si on est la personne, je ne sais pas, classée numérus moins une place, on ne sera pas à une grosse différence de la personne classée numérus plus une place parce que les deux iront aux oraux et les oraux vont aussi rebattre les cartes. Donc, il y aura vraiment plus de personnes admissibles potentiellement que les autres années avant cette réforme. Donc, on peut aller chercher plus loin dans le classement des personnes qui, aux oraux, vont être excellents et qui, du coup, pourront passer devant et avoir leur année et la réussir. Pour illustrer ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vrai que ça paraît un petit peu imagé de dire qu'il y a des remontadas, tout ça, mais c'est pas une image. Par exemple, moi tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais pas regardé mon classement et j'ai aucun regret parce que je pense que si je l'avais vu, j'aurais pas continué parce que j'ai pas confiance et je sais que je n'aurais pas continué alors que pourtant ça a marché. Pour vous dire, là, je vais vous sortir mon classement, j'étais, je crois, 400e, quelque chose comme ça au premier semestre, ce qui pour moi était pas à la hauteur de mes attentes et je pense que je me serais arrêtée et pourtant je suis passée. Certes, je suis allée aux euros, mais en fait, c'est avec une certaine fierté de m'être dit que, malgré le fait que mon premier semestre n'ait pas été à la hauteur de mes attentes, en fait, il ne faut pas abandonner. En fait, c'est ce qu'on vous répétera, je pense, toujours, que ce soit à vous, parents, ou à vous, étudiants, s'il y en a qui sont là aussi. C'est vraiment ne pas abandonner. Et ce n'est pas parce qu'il y a un résultat qui ne vous plaît pas, ou parce que vous perdez confiance, ou parce que vous êtes un peu perdu. Vraiment, il faut toujours s'accrocher. Ça paraît difficile à dire, mais c'est très, très important. Et voilà, c'était principalement le but de cette petite réunion aussi. C'était de vous montrer que c'est possible et qu'en s'accrochant, en coopérant les uns avec les autres, ça peut marcher et ça peut même bien se passer. Voilà. Ouais, et les oraux sont là pour ça.
c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui auront des classements moins bons que le numérus, le nombre de places attribuées aux élèves, aux étudiants, mais qui pour autant pourront passer. Et pour les personnes qui seront bien classées, c'est-à-dire qui seront classées par exemple entre grand admis et le numérus, peut-être qu'il y a quelques années, ils se seraient un petit peu relâchés pour se dire je suis dans le numérus, c'est pas de souci. Mais maintenant, il y a aussi une autre étape pour les mêmes étudiants, c'est d'aller viser de passer sans les oraux. Donc voilà, pour chaque étudiant, il y aura des objectifs et au final, on aura tous notre place en deuxième année. Donc, on souhaite à vos enfants d'en faire partie. Bon, et bah, s'il n'y a pas d'autres questions, toujours rien d'autre, Léna? En tout cas, pardon. Moi, je voulais juste remercier les parents des tuteurs qui ont été là ce soir avec nous. Du coup, professeur Nesloff aussi qui était là. Et voilà, moi, je sais que j'ai passé c'était un bon moment de parler avec vous et d'avoir plein de retours d'étudiants différents. Et voilà, on espère vraiment que ça vous aura aidé un petit peu et on reste, comme on vous l'a déjà dit, disponible sur les réseaux si jamais vous avez des autres questions, des autres problèmes. On est là aussi pour répondre à tout ça. Du coup, c'est tout bon pour moi. Je ne sais pas si quelqu'un voulait rajouter quelque chose. Oui, je pense qu'on peut remercier tous les participants de la réunion d'avoir permis à ce projet d'être aussi utile que possible. Et voilà, merci aussi aux anciens référents pour le tuteur parent. C'était un beau projet qui va continuer, on l'espère, d'année en année. Et merci, oui, aussi au professeur Nesloff d'avoir pu nous aider et un petit peu complémenter ce qu'on disait, parce que c'est intéressant d'avoir un point de vue autre qu'étudiant et un point de vue aussi enseignant. Donc voilà, merci à tous. Et je reste aussi à votre disposition si besoin. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir, merci. On n'est plus que tous. Les survivants. Ça s'est bien passé, c'était cool. Tu peux couper l'enregistrement si tu veux, Léna. Si tu veux couper l'enregistrement. Ah oui. Ah oui, non. Je sais pas comment on fait. Ça va, j'avais pas encore dit de conneries.